C'est bon? Bonjour à tous et merci pour votre présence ici sur place et en ligne. Vous êtes très nombreux en ligne pour la deuxième séance de la deuxième saison de notre séminaire Le Lab. Alors, suivant la déprogrammation et reprogrammation, sans doute d'une des interventions qui est prévue aujourd'hui, la séance qui était initialement consacrée à l'information politique sur YouTube, on a, au vu de l'effervescence générale autour des LLM, de l'IA en général, on a décidé de renommer la séance qu'on a appelée donc « Médias, plateformes et analyse de discours » et donc de la centrer plutôt sur un sujet qui est au cœur de nombreux travaux qu'on accompagne au sein du Lab et qui est l'analyse des discours médiatiques et son outillage. Alors, on va inverser du coup l'équilibre habituel de la séance. D'habitude, on a deux interventions plutôt SHS et un focus méthode et outils. Et cette fois-ci, ça sera donc inversé avec une intervention, celle de Quentin Gillotte, dans la partie recherche et exploration, pour donc centrer sur l'actualité. Martha va présenter Quentin sur l'actualité sur YouTube. Et une fois n'est pas coutume, donc deux interventions plutôt orientées outils, tech, méthode, avec une dimension un peu didactique et réflexive sur les promesses et les limites des technologies de l'IA pour notamment leur utilisation dans les domaines des SHS. Alors, ce sera Gilles Moïse qui fera une présentation sur ces fameux LLM, les grands modèles de langue, dont nous sommes tous plus ou moins familiers depuis la petite saga OpenAI qui nous a tenus en haleine les derniers temps, et ces LLM qui sont justement fondés sur leur supposée compréhension du discours, ou en tout cas des textes. Et puis, une autre intervention de Félicien Vallée sur les questionnements autour de l'IA responsable et éthique. Félicien Vallée, donc, qui est un ancien doctorant de l'INA. Je vais céder la parole à Martha pour introduire la partie recherche et exploration. Martha Severo. Bonjour à tous. Alors, notre premier intervenant, Quentin Gillotte, si vous voulez, vous pouvez commencer à vous installer. Il est titulaire d'une chaire junior, professeur junior médias et méthodes numériques. Et il va nous présenter un travail qui croise beaucoup des questionnements qu'on a déjà ouverts l'année dernière autour comment les plateformes des contenus retravaillent l'actualité et impactent aussi les professions. Eh bien, merci déjà à Claude et Arthur de m'avoir invité à présenter mes travaux. Donc, je vais vous présenter effectivement au début le début de mon projet de recherche qui porte sur les producteurs d'analyse politique sur les plateformes. Donc, je pense que vous en connaissez plusieurs. Ils s'appellent notamment Hugo Décrypte, Tatiana Ventose, Blast, Le Média, entre autres. Ils font pour certains des millions ils ont des millions d'abonnés, ils font des centaines de milliers de vues sur les plateformes. Et ils ont notamment pour point commun de proposer des analyses de décryptage de la réforme des retraites, de la guerre en Ukraine, du conflit israélo-palestinien. Pourquoi s'intéresser à ces producteurs-là? Il y a notamment trois facettes de leur activité qui m'intéressent tout particulièrement. D'abord, leur activité, elle interroge les transformations des pratiques journalistiques en ligne, puisque de nombreux de ces producteurs ont des formations journalistes, se disent journalistes, se déclarent quand ils sont en groupe médias alternatifs, dans un contexte où on sait qu'il y a un certain nombre de transformations du milieu journalistique, notamment autour des enjeux de précarisation du métier, de transformation des modes de production au régime numérique, etc. Et un effet plus général de plateformisation de l'information. Donc moi, je vais notamment m'intéresser à comment est-ce qu'on devient producteur d'analyse politique sur les plateformes, comment on arrive à pérenniser l'activité, comment est-ce qu'on arrive à en vivre, et comment est-ce que notamment on s'adapte au mode de production dans le contexte des plateformes, quand il s'agit notamment de plateformes qui se relaient beaucoup sur les algorithmes, sur un certain nombre de métriques pour pouvoir gérer l'activité. Sachant que, évidemment, c'est une activité journalistique qui est très fortement structurée autour du commentaire des médias traditionnels et qui, du coup, interroge également le développement d'une forme de journalisme dit assis, qui est moins sur le terrain et qui va beaucoup mobiliser les médias traditionnels pour l'analyse. Donc, premier questionnement, comment est-ce qu'on structure une activité sur les plateformes en faisant de l'analyse politique?
Deuxième perspective, c'est la question du renouvellement des formes de militantisme en ligne, puisque de nombreux de ces producteurs-là s'inscrivent dans des soutiens à des idées politiques ou à des représentants de partis politiques, dans un contexte plus général de transformation aussi du paysage médiatique. Plusieurs travaux, notamment Julia Cagé et Nicolas Hervé, entre autres, ont montré qu'il y a notamment un certain déplacement vers la droite des espaces médiatiques traditionnels, notamment dans l'audiovisuel, mais également de certains espaces numériques, notamment la thèse de Jeanne Schrady, qui explique que pour des raisons d'écart de compétences, pour des questions de mode de financement, même le militantisme en ligne bénéficie en partie à la droite, notamment le cœur de son ouvrage sur l'illusion de la démocratie, Internet est-il de droite. Et tout en sachant qu'en parallèle, ces plateformes sont aussi fortement régulées, modérées, contrôlées. Là, je revois notamment aux travaux de Romain Badoir. Ce qui fait que notamment un certain nombre des youtubeurs, notamment situés à l'extrême droite, sont retrouvés notamment bannis de la plateforme et relégués sur d'autres plateformes, type Odyssey en particulier. Donc la question c'est de savoir quelles sont les représentations politiques sur ces réseaux sociaux numériques et quelles formes prennent en fait, les formes d'engagement militant quand on est producteur de contenu sur les plateformes. Troisième enjeu assez fort, c'est l'enjeu des médiations, puisque au-delà même du commentaire de l'actualité politique, de nombreux de ces producteurs font des formes de vulgarisation, c'est-à-dire qu'au-delà du temps chaud de l'actualité, ils sont beaucoup du coup à prendre le temps d'expliquer l'histoire, les réformes des retraites en France, comment fonctionne l'Assemblée nationale, comment fonctionne un certain nombre de choses. En particulier parce que beaucoup de ces producteurs-là déclarent s'intéresser ou s'adresser à certains publics, en particulier les jeunes, qui seraient, et c'est les discours, qui seraient moins investis dans des formes notamment traditionnelles de participation politique. Et donc ça interroge les médiations qui sont effectuées, notamment au regard des formats plutôt traditionnels, des médias traditionnels, sur les enjeux de vulgarisation, et savoir effectivement quel type d'opération ils opèrent. Du coup, le projet dans sa globalité, il articule d'une part une perspective qui est sociologique, une socio des activités en ligne, qui interroge du coup à la fois les trajectoires, les parcours, les pratiques de ces professionnels-là, notamment quel modèle socio-économique, quel positionnement politique de ces producteurs, et une analyse des formats, plutôt du côté des sciences de l'information et de la communication, quels sont les codes, les normes, les discours produits, notamment au regard des formats traditionnels présents à la télévision ou à la radio par exemple. Avec une question un peu générale qui lit le tout, quelles sont les conséquences du contexte socio-économique de production sur les formats et les discours des contenus d'analyse politique. En termes de dispositifs méthodologiques, donc je triangule plusieurs techniques d'enquête. D'une part, une cartographie des espaces en ligne que je vais aborder juste après, qui m'a notamment permis de constituer le corpus des chaînes qui m'intéressent. Sauf que là, je vais parler principalement de YouTube, Twitch et d'autres plateformes arriveront par la suite. Je complète avec des entretiens que j'ai principalement commencé à partir de septembre dernier. Donc là, j'ai une douzaine d'entretiens. L'objectif, ça serait d'en avoir à peu près 25-30 idéalement. J'ai réussi à bien monter progressivement en visibilité dans les personnes que j'ai pu interroger. Sachant que là, j'ai quand même beaucoup de producteurs plutôt situés à gauche. Et il me reste du coup à explorer toute la partie plutôt des producteurs situés plutôt à droite de cet espace-là. Et du coup, un volet d'analyse des vidéos avec à la fois un volet qualitatif, ou notamment avec Swan Dufour, qui est un collègue du Charisme. On est sur la finalisation d'un papier qui s'intéresse au décryptage de la réforme des retraites. Donc on a pris un mois de vidéos, on a sectionné un corpus d'une 50aine de vidéos, donc on est en train de finaliser cette partie-là. Et une partie quantitative dont je vais vous parler notamment aujourd'hui. Donc d'abord, le premier enjeu, ça a été la question de comment est-ce qu'on construit un corpus, comment est-ce qu'on identifie des chaînes YouTube qui font de l'analyse politique. C'est pas si évident que ça, parce qu'il y a une très forte hiérarchie de la visibilité sur ces plateformes-là, et que la curation algorithmique, elle rend vraiment très incertaine une exploration qui serait manuelle. Et donc j'essaie de trouver des outils qui permettaient de faire une sélection de ces chaînes YouTube-là. Un des outils, c'est l'outil développé par Bernard Reader, qui s'appelle YouTube Data Tools, qui permet à la fois de faire des récupérations, notamment de réseaux sur YouTube, soit à partir des logiques d'abonnement, soit à partir des vidéos qui sont considérées comme related to, donc des vidéos proches, qui est du coup un des algos qui contribue à la construction des suggestions en marge des vidéos sur le côté, où en général l'API renvoie pour une vidéo donnée qu'elle serait un ensemble de vidéos qui seraient considérées comme étant proches par la plateforme. Avec des entrées soit par mots-clés, soit des sélections faites manuellement de vidéos ou de chaînes à partir desquelles il va pouvoir partir explorer. Et donc pour construire en fait mon corpus, j'ai mis en place une espèce de protocole en fait, de construction du corpus, où j'ai d'abord constitué une série de protocorpus qui sont thématiques, à partir des recherches législatives, réforme des retraites, guerre en Ukraine, avec à chaque fois l'idée de partir en exploration, ça récupère les premiers résultats en termes de vidéos de ces recherches-là, puis ça va récupérer à ce qu'on appelle à 2 degrés, donc d'abord les vidéos proches de ces vidéos identifiées, puis les vidéos proches des vidéos proches, qui devient en fait assez exponentielle, et donne une grosse base de centaines de milliers de vidéos,
qui, en revanche, quand on les retransforme côté chaîne YouTube, c'est plusieurs milliers de chaînes, donc entre 7000 à peu près et 9000 chaînes YouTube. Et donc, pour moi, l'idée, c'était d'ordonner ces bases de données-là, de regarder quelles sont les chaînes les plus importantes en termes de degrés dans ces différents espaces-là, et de vérifier qualitativement, du coup, chaque chaîne pour dire est-ce que celle-ci, elle rentre dans le corpus, celle-ci ou non. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai codé d'abord les 100 premières lignes, il y a beaucoup de résultats positifs, il y a beaucoup de chaînes qui rentrent dans le corpus. 200, 300, 400, on en trouve de moins en moins. Et donc j'ai fait ça d'abord sur le corpus législatif, avec du coup les 500 premières lignes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai reporté ce codage sur le deuxième corpus B, réforme des retraites. Donc là, j'avais moins de choses à coder, puisque beaucoup de chaînes étaient en commun, et donc progressivement, j'ai réussi à rééquilibrer le corpus, de façon à avoir finalement 127 chaînes YouTube identifiées par cette triangulation des différents corpus. Et à partir de là, j'ai pris ces 127 chaînes et fait des cartographies dédiées, une côté abonnement, l'autre côté vidéo proche, related to, pour arriver à une cartographie hybride. Donc ça, c'est les protocorpus, donc voilà. Donc c'est surtout très intéressant parce que ça permet aussi d'explorer la base. Et toutes ces itérations-là, toutes ces extractions-là, elles permettent, moi, d'explorer, de comprendre comment c'est structuré, qui il est avec qui, comment les recherches par mots-clés font varier aussi les éléments de représentation des uns et des autres, etc. En proposant une cartographie qui n'est pas finalisée, que je pourrais encore faire évoluer, mais qui, au croisement du coup des logiques d'abonnement et des logiques des vidéos proches, donne notamment cet espace-là. Donc, ce qui est assez marrant, c'est de voir à quel point est-ce que notamment en bleu, donc c'est du clustering, méthode de Louvain classique sur les couleurs, comment est-ce que les médias traditionnels sont centraux alors qu'ils ne font pas partie de mon corpus initial. Je m'intéresse aux producteurs natifs de contenu. Et effectivement, tous ces producteurs, tous ceux qui m'intéressent, ils se greffent en couronne autour des médias traditionnels. Dans les grandes lignes, ce qu'on peut voir, c'est notamment que on voit notamment les clusters, notamment vers le haut, qui sont très marqués politiquement, avec en rouge à la fois beaucoup de gens qui sont très proches de la gauche radicale, notamment France Insoumise. On voit Mélenchon, Ruffin, dans le lot il y a Capenin, Mathilde Panot, Clémentine Autain, etc. Donc avec toute une polarité très marquée à gauche, Blast, le média, etc. Et on passe ensuite sur plutôt des chaînes très marquées, plutôt à l'extrême droite, avec la chaîne officielle TV Liberté, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un gros producteur de contenu qui est très très marqué à droite, monté par d'anciens membres du Front National, tenu aujourd'hui par des soutiens de Zemmour aujourd'hui. Donc déjà, effectivement, une caractérisation politique qui est très 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 forte. Premier point. Et donc l'idée notamment, c'est de réussir à passer du coup de ce corpus-là des vidéos à une série de transcriptions. Donc l'idée, c'était notamment, en voyant ça avec Arthur, de pouvoir se dire, on va, au sein du corpus, sélectionner une période en particulier pour pouvoir ensuite avoir toutes les vidéos qui sont liées à cette période. Donc en gros, on a ici retenu toutes les vidéos postées sur les chaînes du corpus entre janvier et juillet 2023, ce qui permettait d'avoir à la fois, dès le début de la réforme des retraites, où l'annonce a été faite le 10 janvier par Elisabeth Borne, ce qui inclut également le début de la guerre en Ukraine, et qui inclut d'autres éléments, notamment l'affaire Nel, etc. Entre autres. Donc ça permet d'avoir tout un corpus complet pour les 127 chaînes, d'avoir effectivement l'ensemble des vidéos produites. À quoi va me servir ce corpus de vidéos? Il y a un peu deux objectifs principaux. Le premier qu'on va voir du coup aujourd'hui, où l'idée c'est effectivement de pouvoir avoir une analyse thématique des vidéos et savoir en gros qui parle de quoi au sein des différentes chaînes identifiées. Donc ça, on va voir ça aujourd'hui avec différents modèles d'analyse. La deuxième perspective, qui est du coup l'objet de projets en parallèle, qui sont en cours notamment avec des membres de l'INA, ça serait de pouvoir mener à la terme une analyse des formats éditoriaux, donc pas seulement à partir du texte, mais également à partir des propriétés formelles, vidéo, son et texte, idéalement pouvoir identifier dans une vidéo donnée, quel est le pourcentage de la vidéo qui est une forme de reportage, de documentaire, de talk show. Donc ça serait à terme de pouvoir mener ce type-là d'opération. Mais ça, je vous le mets de l'autre côté, c'est un projet pour plus tard. Sur du coup, le traitement textuel, 3 outils sont du coup en cours d'exploration, sachant que, encore une fois, il faut bien garder en tête que le corpus en question, je l'ai obtenu fin octobre dernier, donc il y a un peu plus d'1 mois. Et donc là, je suis en train d'explorer un certain nombre de méthodes différentes pour en fait, justement arriver à comprendre quelles sont les thématiques traitées au sein de ces différentes chaînes YouTube. Le premier outil, c'est Iramutech, qui est un peu un dinosaure, mais l'outil date de 2009, mais c'est vrai que c'est un outil qui date un petit peu, mais qui a le mérite quelque part de proposer quelque chose d'assez clair, qui est qu'en fait, le texte va être segmenté, tokenisé, il va être lématisé. Donc lématisé, on va renvoyer toutes les formes conjuguées, notamment à l'infinitif, on ramène au singulier masculin, par exemple, les différents adjectifs.
Et le logiciel va faire en fait une analyse factorielle sur une base où on va voir tous les différents termes identifiés en fonction notamment des chaînes ici qui servent de variables explicatives. Et par-dessus, on fait effectivement une classification descendante hiérarchique qui arrive du coup à une forme de clusterisation. Donc on a des ensembles de mots, des clusters de mots, qui vont venir caractériser différents espaces factoriels. Voici ce que donne grosso modo Iramutech quand on le fait sur le corpus des 8000 et quelques vidéos. Ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'on va avoir une segmentation très nette. Donc là, on a les sacs de mots, on va dire, on a les différents mots caractéristiques. Et puis, on peut projeter sur le même espace factoriel les producteurs de contenu dans les différentes chaînes qui sont dans le corpus. Le premier axe, du coup, qui va être là en abscisse, il va segmenter de manière assez nette des producteurs qui sont plutôt proches, on va dire, des formats médiatiques traditionnels, donc des gens qui vont faire comme des JT, de reportages, etc., notamment, avec des contenus qui vont être très scriptés, très écrits, d'accord ? Ils vont les opposer notamment à des producteurs qui vont être sous des formes beaucoup plus conversationnelles. Et on va dire que le paroxysme de ces formes-là, c'est des producteurs qui sont sur Twitch, mais qui mettent leurs vidéos Twitch sur YouTube. Et donc on va avoir à la fois des discours qui sont beaucoup plus oraux, parfois aussi beaucoup plus fleuris, il y a beaucoup plus à la fois d'insultes, etc. Et donc on va avoir une très nette segmentation en termes de format, entre d'une part ces producteurs voilà, qui se rapprochent plutôt des médias classiques, et de l'autre qui sont plus encore spécifiques des formes, des plateformes, notamment type Twitch. En ordonnée, on va avoir une segmentation très nette, en fonction notamment de la couleur politique des différentes chaînes, avec un espace très marqué à gauche qui va être très focalisé notamment d'abord sur la réforme des retraites. Donc il y a deux clusters. Le cluster en vert, il est plutôt sur les enjeux de pénibilité, cotisation, donc un peu les conséquences et pour les gens, les individus. Et un cluster en rouge avec motion, constitutionnelle, assemblée, vote, référendum, qui est beaucoup plus sur en fait, la dimension institutionnelle de la réforme des retraites. On a en grillé plutôt un cluster sur tout ce qui va être la crise énergétique, le coût écologique, l'électricité, gaz, etc. Et on va ensuite descendre où dans les coordonnées négatives de l'axe 2, on a notamment la guerre en Ukraine, très marquée et du coup très située politiquement, sur des producteurs très ancrés à droite en particulier. Donc voilà sur un peu cette description un peu de ce premier espace par Iramutech, avec encore une fois l'idée que, notamment du côté thématique ici, on est beaucoup plus comparé à la gauche où on est vraiment sur des sujets un peu médias classiques, on est beaucoup plus quand même sur des enjeux de faits divers. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de contenus qui vont être, qu'on pourrait dire un peu masculins, qui vont aussi parler, mais pour dénoncer voilà, les contenus gauchistes, dénoncer les enjeux de transidentité, etc. Donc on a beaucoup plus une logique de faits divers sur cet espace-là factoriel. Et donc là, vous avez notamment le dendrogramme où on a les différents clusters, donc les 10 clusters qui sont identifiés, 12. On voit notamment la séparation entre les deux, là, en gros, les sujets qui sont plus proches de ce qu'on peut voir dans des médias classiques. Et à droite, le langage plus fleuri, des contenus qui sont plus spécifiques, notamment aux chaînes Twitch, ou en tout cas à des formes qui se rapprochent de logique conversationnelle, avec notamment des dénonciations publiques de certaines personnalités politiques, etc. Donc là, on a aussi un cluster qui est plus axé sur pour le catholicisme ou la religion, ici beaucoup sur la question de la délinquance, les polices, Noël, etc. Donc vous voyez un peu le type d'espace que c'est, le type de producteur que c'est. La deuxième méthode qui a été mobilisée, donc c'est une méthode de LDA. En l'occurrence, j'ai utilisé du coup, notamment entre autres un package qui s'appelle Canteda, qui est du coup sous R, et qui permet, en gros, l'idée générale, c'est de dire que pour chaque document, en fait, une association de différents topics, dans différentes proportions, donc des différents sujets, et que chaque topic est lui-même une distribution de mots, de termes qui va venir le caractériser. Je passe aux détails techniques, on y reviendra après. Mais en tout cas, en gros, pour vous donner en gros un exemple à quoi ça ressemble, en l'occurrence, j'ai 45 topics différents. Pour chacun de ces topics, je vais avoir un ensemble de mots-clés qui me sont donnés, qui sont du coup, quels sont les termes qui, entre guillemets, vont ensemble pour chaque topic, avec quand même du coup tout un défi interprétatif de savoir quel sens on donne à ce sac de mots-là. Donc ça demande à la fois de regarder les termes, mais également de regarder les documents associés aux différents topics pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il y a un sens, est-ce qu'on peut faire une interprétation générale. Donc là, les titres des différents topics sont de mon fait, ils peuvent encore bouger parce que c'est encore très récent comme travail, mais c'est un peu, voilà, pour vous ayez un peu l'idée générale. Et pour vous donner un exemple précis, on va avoir donc du coup pour chacune des vidéos, donc sur les 8000 et quelques, on va avoir du coup un pourcentage du document qui est associé à un topic 1, 2, 3, 4 jusqu'au topic 45. Donc là, la vidéo de Canard Réfractaire qui s'appelle « On peut battre Macron et voilà comment faire ». Il y a un certain nombre de topics qui sont représentés, notamment le topic 45, qui est représenté à 65%, le tout sommant évidemment à 1, donc à 100%.
topic 45 étant évidemment donc, ce topic de la mobilisation contre la réforme. Ça, c'est l'ensemble des topics qui sont identifiés au sein du corpus avec cette méthode-là. Ce n'est pas tous des topics, ce ne pas tous des thématiques en tant que telles, et notamment les deux en jaune qui sont aussi les topics qui sont les plus représentés en termes de fréquence dans les différents documents. Ils sont intéressants parce qu'en fait, ils vont opposer d'une part une logique plutôt, on va dire, d'opinion, de subjectivité, avec des verbes type je veux, je crois, je pense, à une logique d'argumentation qui va dire plutôt cas, exemple, problème, question, etc. Et donc, ça va notamment venir fortement structurer l'axe 1, avec un espace factoriel qui d'ailleurs est très très proche de l'espace factoriel qu'on a vu juste avant avec Iranotek. En rouge, on a notamment un certain nombre de topics qui sont très proches, qui sont très marqués à gauche. On retrouve encore une fois la réforme des retraites à 3 reprises, les violences policières, droits et police, etc., Parti communiste et élections. En bleu, on a plutôt des topics qui sont très marqués à droite, qui sont souvent liés à la fois au contexte international, économique. Donc on a histoire de France et guerre, santé et Covid avec beaucoup en fait, de contenu plutôt anti-vax, les banques, santé, assistance, fin de vie, donc c'est notamment les critiques de l'euthanasie, etc. Et donc on a un ensemble de topics qui sont effectivement très marqués à droite. Et on retrouve du coup la troisième partie qui sont plutôt les gens autour de Twitch, des logiques un peu conversationnelles, qui sont violées. On va avoir notamment beaucoup de clashs, beaucoup de polémiques, beaucoup d'enjeux autour de dénonciation de personnalités, notamment de gauche entre autres. Questions LGBT entre autres. L'anglais, parce que c'est aussi les termes spécifiques à ces plateformes-là, où on a let go, etc., avec des termes assez spécifiques. Et quelques topics qui sont un peu intermédiaires, parce que immigration, à la fois, c'est très marqué politiquement, et en fait, dans l'espace factoriel, il est un peu tiré entre deux endroits, parce qu'il y a des enjeux ou de thématiques qui sont, voilà, dans l'espace factoriel, un petit peu tirés entre les acteurs. Et quelques topics qui sont plutôt liés à des formats en tant que tels. On a des sacs de mots qui sont assez caractéristiques de Twitch, assez caractéristiques des façons de présenter l'actualité comme dans un JT. Donc voilà, ça nous donne un peu un espace un peu général qui ressemble à ça et qui, encore une fois, est très proche de l'espace décrit par Iranotek. On a cette même logique, en gros, des sujets un peu médiatradi à gauche, des sujets plus, effectivement, Twitch, conversationnel, faits divers à droite, et la segmentation politique qui, bon, ici est inversée, mais ça n'a aucune incidence, entre des sujets plutôt marqués plutôt à droite et des sujets plutôt marqués à gauche. Et là, on a la projection des producteurs. Avec un cas très intéressant que je vais te signaler, c'est que tant dans Iranotek que dans cette projection-là, on a dans l'espace plutôt marqué à gauche des producteurs comme Marine Le Pen ou comme Nicolas Dupont-Aignan. Donc certains représentants de la droite de parti, l'extrême droite de parti, assez étrangement, sont classés dans les deux modèles sur l'endroit, la zone factorielle, qui est plutôt celle de la gauche en temps normal, ce qui donne un peu une idée. Et en quali, notamment sur le traitement du corpus qualitatif qu'on a fait sur la réforme des retraites, en fait, c'est très cohérent, parce que le discours de ces producteurs-là sur la réforme des retraites est très proche, en fait, du discours des personnalités de gauche et des producteurs d'analyse de gauche. Voilà, je pense que dans les temps. Donc pour conclure, donc, plusieurs enjeux. Donc, d'un point de vue un peu méthodo, c'est quand même super que ça offre un cadrage général. Par contre, c'est vrai que c'est indispensable de le mêler à une analyse qualitative qui soit poussée. Donc c'est vraiment qu'une première étape dans le projet de recherche. C'est un super outil pour quand même aussi construire maintenant des corpus. Donc c'est-à-dire que maintenant, avec cette distribution par topic, je peux dire, là, je vais prendre tous les topics qui sont très marqués par la guerre en Ukraine et prendre les 150 premiers vidéos. Et ça peut faire un super outil de sélection des corpus. C'est pas forcément les trucs les plus faciles à présenter ou à synthétiser, mais ça, voilà, c'est à moi aussi d'apprendre, parce que c'est des méthodes qui sont encore une fois très récentes pour moi. Sur le fond, c'est quand même, je trouve qu'il y a quand même un truc très intéressant de voir à quel point est-ce qu'il y a à la fois des thématiques, mais également des formats qui sont spécifiques à des positionnements politiques, et également à des modèles économiques, ce que l'enquête qualitative de description des modèles socio-économiques des producteurs va notamment permettre de pousser. Et moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est aussi de se dire qu'en fait, j'ai commencé le terrain en me disant YouTube, ça va être très marqué à gauche, il y aura beaucoup de producteurs. En fait, quand on le croise avec à la fois la quantité de vidéos produites, la visibilité, en fait, c'est un espace qui est au contraire très marqué à droite, parce que les plus gros producteurs, c'est notamment des acteurs qui vont produire un nombre assez astronomique de vidéos et qui sont aussi liés du coup à des façons différentes de construire les sujets, parce que quand on fait un sujet sur la réforme des retraites, on prend le temps de construire statistiquement une argumentation, des preuves, on invite des chercheurs, etc., à pouvoir commenter les vidéos. C'est très différent d'autres formats où on va juste avoir quelqu'un qui va
commenter un sujet JT, qui va juste faire la conversation autour. Et donc le type même de façon de produire ces différents formats-là, il est très situé, il mène du coup à des positionnements politiques un peu différents. Voilà. Juste pour finir, je voudrais remercier Valérie Baudouin qui m'a montré les outils Iramutech avant le corpus, Samuel Coavo qui m'a donné pas mal de ressources en termes de LDA, et Arthur qui m'a aussi beaucoup accompagné évidemment, et sans lui, ça aurait été impossible de faire ce travail-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, il y aura sûrement des questions, mais je vais prendre le privilège de poser la première. Je m'interrogeais, voilà, vous n'avez pas présenté la partie qualitative, voilà, mais je pense que ça enrichit énormément votre réflexion sur les quantitatives. Les vidéos sont des images. Alors, quelle est l'information perdue? Alors, qu'est-ce que vous ne pourriez pas faire avec ce type de méthode? Il y a beaucoup de choses autour des images qui sont extrêmement intéressantes. Même, il y a même une partie entière de ce contenu qui est en fait une forme d'analyse politique qui n'est pas dans ce corpus-là, qui est toutes les formes notamment de zapping. Par exemple, il y en a beaucoup qui proposent des formes de zapping des extraits médiatiques, les assemblent ensemble. Et en fait, en soi, le montage d'images, c'est aussi un commentaire en fait, d'analyse politique. Et donc, il y a tout déjà un volet qui correspond à une forme d'analyse politique que je ne peux pas rentrer dans le corpus, puisque évidemment, là, je passe principalement par la transcription de vidéos. Donc déjà, il y a un type de vidéo qui, à mon avis, est très situé politiquement, qui, dedans, ne rentre pas dans mon corpus actuellement. Et ensuite, par l'image, c'est vrai que la transcription, entre des discours qui sont cités des uns des autres, on n'a pas ce niveau-là, et donc potentiellement un segmentage vidéo permettrait en fait, de pouvoir attribuer notamment des paroles à des acteurs, à des hommes politiques, etc. Donc c'est vrai qu'en fait, il y a une grosse partie, une partie importante notamment de ça, même d'ailleurs dans le corpus. Certaines vidéos en fait, n'ont pas de transcription, je crois qu'il y en a une cinquantaine sur les 8700 de base, qui n'ont pas de texte parce que ce n'est que en fait, des images qui sont sous-titrées. Donc là encore, l'absence de prise en compte de la vidéo, elle fait qu'une partie, même si ce n'est pas énorme, 50 sur 8700, c'est pas une grosse perte, mais on perd évidemment beaucoup d'éléments, et ça heureusement avec le Kali, en fait on le récupère intégralement, c'est-à-dire qu'on note dans des grilles de codage quelles sources sont mobilisées, quels chiffres, quelles données, quels sont les textes qui sont faits, qui sont notés, etc. pour accompagner les discours. Donc ça on le fait en Kali, quoi, mais de fait on le perd sur le traitement automatique. Merci Quentin, c'était super. Et je voudrais revenir sur la catégorie faits divers, parce que les faits divers, on peut les politiser. D'ailleurs, il y avait eu un travail ici de Sylvain Parisi qui était précisément sur ce problème de politisation et dépolitisation des faits divers. Donc là, en fait, dans ta présentation, tu l'as opposé faits divers et faits politiques en quelque sorte. Ou en tout cas, tu as dessiné un espace où tu les mettais ailleurs. Et je voulais savoir comment tu faisais pour les maintenir hors politique, ou comment tu pouvais percevoir ou pas, ou analyser ou pas la politisation de faits divers. Ouais, c'est plutôt qu'ils ne soient pas effectivement dans des espaces qui soient partisans. C'est-à-dire que ces producteurs qui sont très proches notamment de Twitch, etc. en particulier, ne sont a priori pas dans des logiques... Ils sont peu dans le fait de revendiquer, de voter pour tel candidat, etc. Donc ils ne sont pas dans les logiques plutôt partisanes. Par contre, la façon de parler des différents sujets, la façon de les aborder, la façon de le cadrer, c'est un ancrage politique qui est très très fort et qui est encore une fois très marqué finalement assez à droite aussi, relativement en tout cas très conservateur, notamment sur la dénonciation, encore une fois, des personnalités de gauche, dénonciation du wokisme, dénonciation, etc. Donc c'est extrêmement politisé, mais c'est juste que c'est pas partisan. Voilà. Une question justement sur... tu parles beaucoup d'espace politique sur les médias. Le positionnement des différentes chaînes, ou enfin, ce que tu as pu faire politiquement, tu l'as fait manuellement. Pour l'instant, tu en parles, tu parles de médias plutôt classés à gauche, ou de chaînes plutôt à tendance à gauche ou à droite, etc. Ça, c'est un étiquetage manuel, ça vient d'ailleurs? C'est un étiquetage manuel, c'est-à-dire que quand on a un espace factoriel, effectivement, quand on voit le média, Blast, Mediapart, etc., c'est effectivement un étiquetage qui est fait par moi en l'occurrence. De même, quand on voit
TV Liberté, Radio Courtoisie, etc. C'est quand même un étiquetage qui est fait effectivement par-dessus les médias. Les gros, on sait à peu près tous les situer, je pense, sans que ce soit trop ambigu. Moi, c'était la question de tous les petits après, qui sont moins connus. Est-ce que tu as fait un travail, ou est-ce que c'est juste parce que comme ils se retrouvent à côté plutôt de médias de droite, tu vas les classer à droite, ou est-ce que pour chacun d'entre eux, tu essayes, même si c'est subjectif, de te dire, par rapport au contenu, je vais les mettre plutôt dans telle case? Pour chaque chaîne, des vidéos qu'ils produisent, des discours qu'ils produisent, de regarder les transcriptions qui sont associées à chacun d'entre eux. Donc c'est ce travail-là, qui est quand même encore en cours et qui peut encore varier sur des éléments. Mais effectivement, c'est le travail qualitatif. Parce que à la fois, en fait, 8700 vidéos, c'est beaucoup. Mais en fait, c'est pas tant de chaînes que ça. 127 chaînes à classer, à coder, pour les situer à peu près politiquement, à voir quel type d'idées ils ont, est-ce qu'ils sont plutôt pro-européens, anti-européens, quel discours ils ont sur les questions sociétales. Enfin, voilà, tout ça, c'est encore très faisable à l'échelle de 127 chaînes. Et donc ça, c'est un travail qui est aussi en cours, mais qui a été largement alimenté par les différentes cartographies, création de données. Où chaque fois on regarde, ah bah là il y a un cluster, je vais voir c'est quoi cette chaîne déjà. Et donc c'est un travail qui est, qui est vraiment le croisement et la consolidation d'un nombre d'itérations à effectuer entre les cartographies et les analyses textuelles automatiques qui est assez fort. On a une question à distance. Gaël Deletratz demande comment l'outil Bertopic s'articule avec les autres deux méthodes. C'est vrai que j'en ai pas parlé parce que c'est un outil qui est un peu différent. Pour lequel on a fait des explorations et pour lequel on a notamment avec Arthur obtenu, parce que c'est notamment Arthur qui m'a présenté l'outil. À la base, moi j'avais commencé à explorer BERT tout court, plutôt sur des logiques d'apprentissage supervisé, donc on fait apprendre à partir d'une base qu'on a codée manuellement pour que ensuite l'outil puisse continuer. Et c'est du coup Arthur qui m'a présenté cet outil-là qui est non supervisé, pour lequel on a déjà des premiers éléments de résultats, notamment de segmentation, etc. Mais qui, pour l'instant, reste pour moi encore assez obscur sur un certain nombre d'étapes qui sont faites, notamment de word embedding. C'est un certain nombre d'étapes qui pour moi sont encore très obscures. Et donc à la fois les résultats font sens et ça recoupe en partie à la fois les résultats d'Iramnotech et les résultats de LDA avec Canteda, etc. Mais donc il y a des premières pistes, mais par contre, pour moi, ça reste assez obscur, toutes les étapes qui sont faites exactement. Et donc c'est pour ça que je ne l'ai pas présenté là et que c'est encore pour moi encore un terrain de jeu à explorer. Il y a d'autres questions dans la salle? Je vais bien reposer une question. C'est plutôt sur la question des déplacements, parce qu'en fait, au fond, une des caractéristiques de l'espace politique, c'est que les sujets se déplacent. Et comment est-ce que tu peux notamment ils peuvent se déplacer entre la droite et la gauche, ou entre la gauche et la droite. Et comment est-ce que tu peux les saisir éventuellement? Avec de nouvelles extractions de corpus. Alors là, l'idée, c'est qu'en fait, c'est sur 6 mois en particulier, donc c'est quand même une fenêtre temporelle qui est assez précise. En fait, il faudrait pouvoir faire exactement la même opération, mais à plusieurs années d'écart, soit tous les ans, ou voilà. Oui, mais l'actualité change. Oui, mais en tout cas, ça peut être de voir au moins déjà qu'est-ce qui est traité, parce que l'actualité, elle change, mais du coup, elle façonne aussi par les topics, par les sujets qui sont mis en avant, elle façonne aussi le monde médiatique en général. Et donc, tu peux pas faire, par exemple, un moment au début de ton corpus et un moment à la fin. Si. Effectivement, je pourrais aussi faire à cette échelle-là et voir ce que ça donne, tout à fait. Ça serait possible de le faire. Mais c'est trop court, 6 mois, c'est ça? Je sais pas trop, dans un délai si court, effectivement, ce que ça pourrait donner, ça se teste en tout cas. Encore une fois, je suis tout au début de la phase, encore une fois, le corpus, je l'ai eu fin octobre, donc c'est vraiment très récent. Mais effectivement, je pense qu'il y aurait moyen de le faire varier dans le temps. Moi, je l'avais envisagé pour l'instant plutôt avec des années d'écart. Mais je pourrais aussi évidemment le tester à l'échelle des 6 mois, de voir effectivement, mais ça reste en fait quelque part, qu'est-ce qu'on va retrouver à part le fait que y a la réforme des retraites d'abord, puis après il y a la guerre en Ukraine, et donc ça risque de donner un truc assez classique, en fait là il y a des producteurs plutôt à tel endroit de l'espace factoriel qui là vont ressortir plus fortement, puis après ça va tourner, donc j'attends de voir un peu ce que ça peut donner, mais j'ai peur que ça soit attendu comme résultat, alors que je pense que sur du plus long terme, par exemple la position des membres de partis traditionnels de l'extrême droite, je serais curieux de voir ce que ça donne sur du plus long terme. Alors, nous avons une autre question à distance, plus générale.
Vous avez une idée de la portée de YouTube en termes d'audience, d'influence par rapport aux autres supports médias, journaux télé, Twitter et d'autres? On a plusieurs choses. On a à la fois des études quantiques de Pew Research, notamment aux États-Unis, qui sont faites assez régulièrement, et qui à la fois d'une étude de 2013 et 2020 qui montre à quel point YouTube il est écrasant, notamment sur le rapport à l'information politique. Et plus récemment, c'est un projet dans lequel, en gros, qui est sur les enjeux de l'usage des vidéos pour l'apprentissage, mais pour lequel on a une liste de domaines, en fait, pour lesquels les gens utilisent les vidéos pour apprendre, s'informer, etc. Qui du coup a un quanti, questionnaire, panel, 5000 répondants. Et là encore, YouTube, sur les questions de société, politique, etc., c'est plus de 80% en fait des usages là-dessus. Et après, il y a quelques plateformes évidemment qui arrivent derrière, mais c'est quand même principalement YouTube qui écrase tout en termes de plateformes sur le rapport à l'information et qui se croise avec des enjeux de profil socio-démographique des usagers en termes à la fois de genre, d'âge, etc. Par rapport aux médias traditionnels? Et plus jeune, du coup, plus masculin. Plus jeune et plus masculin. Sur YouTube, ouais. Surtout que les médias tradis en plus. Ouais. Et surtout, par exemple, YouTube, typiquement, plus que. En gros, on a TikTok qui est quand même plutôt plus côté féminin, etc. Enfin, pratique plus féminine, encore plus jeune encore. Et YouTube, il y a un âge un peu intermédiaire par rapport à d'autres types de plateformes, mais c'est par contre très masculin comme usage. Et Instagram, Twitch aussi. Tout ça. C'est un peu. Par rapport à TikTok, c'est un peu entre les deux. Instagram, ça reste assez féminin, mais moins que TikTok. Bien. S'il y a une dernière question, sinon on passe au deuxième temps. Je pense que voilà, Nicolas, on peut passer au deuxième temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va donc accueillir Gilles Moïse, qui est ici, donc ingénieur en informatique de l'UTC, doctorat, a priori, vu le traitement du langage naturel, production de résumés linguistiques automatiques, qui fonde Récital, une entreprise qui travaille sur le traitement automatique de documents, dans la famille globalement encore de l'analyse et traitement du langage. Il a récemment, ou très récemment, sorti un livre, Donnerons-nous notre langue au ChatGPT, édition Le Robert. Et il va donc aujourd'hui nous parler des grands modèles de langue, des données et de l'IA Act. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Donc bonjour à toutes et tous. Donc voilà, tout est là. Donc les grands modèles de langue, alors j'ai les diapositives qui sont moins riches que celles qu'on vient de voir, donc je comblerai ça par le discours. Les grands modèles de langue, donc évidemment on a tous et toutes entendu parler de ça. Qu'est-ce que c'est qu'un grand modèle de langue? C'est donc un modèle statistique qui est entraîné sur des corpus de texte absolument gigantesques à prédire le mot suivant étant donné les mots précédents. Donc voilà, je ne sais pas si vous êtes plus ou moins familiarisé avec ces trucs-là, mais en gros c'est ça. C'est-à-dire que, imaginez, vous prenez tout Wikipédia, puis vous prenez un article, je ne sais pas, l'article sur Louis XIV, vous prenez les 500 premiers mots de l'article, et puis vous les donnez au grand modèle de langue, et vous lui dites, à ton avis, quel est le mot qui suit? Alors l'exemple le plus simple, c'est « salut, comment ça ?» Bon, bah là, on imagine que c'est « va ». Bon. Alors sauf qu'au début, il n'est pas entraîné, donc il prédit n'importe quoi. Il connaît un certain nombre de mots, on a sélectionné un certain nombre de mots du dictionnaire, en fait, donc des mots uniques, et puis il prédit un peu n'importe lequel. On lui donne ensuite la bonne réponse, et il va mettre à jour ses paramètres pour que la prochaine fois qu'on lui présente le même bout de texte, il ait un peu plus de chances de prédire le bon mot. Mais c'est juste ça, en fait. C'est ça qui est assez étonnant, d'ailleurs. Et donc on va lui montrer, comme ça, donc, et puis ensuite on décale de 1. Et puis on lui dit, ok, le mot suivant c'est quoi, selon toi? Et puis on décale de 1, etc. Et puis on fait ça sur tout Wikipédia, dans les 104 langues. On fait ça sur tout Book Corpus, qui contient des dizaines et des dizaines de milliers de livres entiers. On fait ça sur tout un tas de données, et d'ailleurs on en reparlera après. Une bonne partie sont sous droit d'auteur, une bonne partie n'ont pas droit d'être sur Internet, parce qu'elles sont là de manière pirate. Une bonne partie sont des données personnelles, qui contiennent des numéros de carte bleue, qui contiennent des dates de naissance, des adresses, des noms, des prénoms, etc. Des données de santé également. Voilà, on récupère tout ça, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en entraînant un très grand modèle de langue, alors quand je parle de très grand modèle de langue, un modèle comme GPT-3,
qui était celui sur lequel ChatGPT, avec lequel j'imagine vous avez peut-être déjà joué, était construit. Un modèle comme GPT-3 contient 175 milliards de paramètres. Donc c'est vraiment énorme. Eh bien, ces 175 milliards de paramètres vont être mis à jour à force de lire et de relire. Alors on estime à peu près 3500 milliards de mots. Donc qui sont des masses de textes que personne ne peut espérer lire en une vie. Enfin, je veux dire, vraiment, je ne le souhaite à personne. C'est absolument indigeste. Lui avale tout ça, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'une fois qu'il a fait cet exercice apparemment un peu idiot, de simplement prédire le mot suivant, eh bien, donc je sais pas, est-ce que tout le monde a utilisé ChatGPT ici ou pas? Bon. Donc vous avez dû voir qu'il est capable de comprendre ce qu'on lui demande, il est capable de traduire, il est capable de résumer, il est capable de reformuler, il est capable de répondre à des questions, etc. Et c'est évidemment ça, ce qui fait l'intérêt de ce type de modèle, c'est qu'il montre des capacités émergentes. Personne n'a appris à GPT-3 à résumer des textes. Personne ne lui a appris à traduire des textes. Personne ne lui a appris à répondre à des questions. On lui a simplement demandé de prédire le mot suivant. Et en apprenant uniquement ça, il a appris toutes ces autres tâches. Donc évidemment, ça nous pose plein de questions sur nous, comment est-ce qu'on comprend le langage, et comment est-ce qu'on le comprend et comment est-ce qu'on le produit. Est-ce que moi-même, quand je vous parle là, j'ai aussi un petit modèle stat qui prédit le mot suivant à partir de ce que j'ai déjà dit? Non mais c'est évidemment cette question-là qu'on se pose. La question n'est pas si saugrenue que ça, parce que Benoît Sago débutait hier soir au Collège de France son cours sur justement le traitement automatique des langues qui va avoir lieu, je crois, jusqu'en mars ou avril. Et effectivement, vous verrez dans les programmes du cours, il a invité un neurologue à justement parler de ce sujet-là, et lui dit quand même qu'il y a un certain nombre d'études qui montrent que, notamment lors de l'échange entre deux personnes, la personne qui écoute prédit les mots que l'autre va dire, en tout cas essaye de prédire, pour accélérer la compréhension et pour faciliter la compréhension. C'est peut-être aussi pour ça que parfois on se coupe la parole ou qu'on finit la phrase de l'autre. Et donc, lui, ce qu'il dit, c'est que probablement, en tout cas probablement, c'est évidemment beaucoup trop tôt pour le dire, mais en tout cas, il n'est pas idiot de penser que peut-être des mécanismes qui ressemblent à ça, c'est-à-dire des mécanismes de prédiction du mot suivant, sont également à l'œuvre chez l'homme. Alors maintenant, je tiens absolument pas à dire que ce sont des modèles aussi intelligents que les êtres humains, on en est évidemment à des années-lumière, pour tout un tas de raisons. Vous avez, en utilisant ChatGPT, vous en avez très vite perçu les limites. Limite soit qu'il se fixe lui-même en disant « je ne suis qu'une IA entraînée par OpenAI, je ne peux pas répondre, machin », soit en fait parce qu'il n'est pas capable de répondre ou pas capable d'avoir la discussion qu'on pourrait avoir entre deux personnes. Mais donc voilà, ça c'est un grand modèle de langue. Alors c'est quelque chose qui n'est pas arrivé, qui n'est pas sorti de rien. Je ne vais pas vous refaire une histoire de l'intelligence artificielle, mais enfin, en gros, en 56, le terme d'intelligence artificielle apparaît, et tout de suite, les applications linguistiques sont imaginées. L'intelligence artificielle elle-même est une discipline de l'informatique, qui avait été en fait inventée un peu avant la Seconde Guerre mondiale par Alan Turing, et avec d'ailleurs, il avait une vision strictement mathématique en créant l'informatique. Il a créé une machine, qui était une machine purement abstraite, qu'on appelle une machine de Turing, et il avait créé cette machine pour montrer qu'il n'existait pas d'algorithme qui pourrait montrer toutes les formules mathématiques, en gros, toutes les formules démontrables. Et donc, c'est un enjeu tout à fait mathématique qui amène Turing à créer cette machine. Il l'applique très vite durant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez dû voir le film The Imitation Game avec Benedict Cumberbatch, où effectivement, on voit comment les tout premiers ordinateurs sont utilisés pour casser le code Enigma allemand et donc pouvoir détecter et comprendre ce que s'échangent les Allemands, donc prédire effectivement certaines attaques de bateaux, de sous-marins, etc. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que dès la création de l'informatique, la question du langage est posée, avec le fameux test de Turing. Turing, dès qu'il crée cette machine-là, se dit, mais finalement, si j'ai créé une machine qui est capable de calculer toutes les fonctions calculables, et si, comme le pense Leibniz, comme le pense Hume, la pensée est un calcul, alors peut-être que ma machine peut penser.
Ce qui est pas idiot finalement. Bon. Et donc du coup, il va se poser la question du comment savoir si cette machine est intelligente ou pas. Et là, pour tester l'intelligence de la machine, il va dire c'est simple, je vais mettre quelqu'un face à un ordinateur comme celui-là, et puis il va discuter. Et puis si la personne qui lui répond est en fait un algorithme, alors cet algorithme est intelligent. Donc il met bien la définition de l'intelligence sur le langage, c'est-à-dire qu'un outil capable de parler est intelligent. Là aussi, c'est extrêmement discutable. Le fait de pouvoir bouger, le fait de pouvoir chanter, le fait de pouvoir faire des films sont également très certainement des preuves d'intelligence. Mais voilà, lui, Turing met ça sur le langage. Donc ces LLM, d'une certaine manière, ils existent depuis que l'informatique existe. En tout cas, cette idée d'une machine qui peut parler dans un langage humain avec un être humain, c'est quelque chose qui apparaît dès le début. Et pendant très longtemps, ça a été assez décevant. On a eu d'abord des moteurs de règles, c'est-à-dire qu'on pensait qu'en mettant des grands dictionnaires et des grandes listes de règles de grammaire, on pourrait faire exécuter à des machines des choses qui ressemblent à de la compréhension et à de la génération de langage. On s'est vite rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Noam Chomsky, qui évidemment est un des grands tenants de cette approche et qui a produit des choses extrêmement importantes, lui-même, dans les règles qu'il produit, montre bien qu'une phrase comme les idées colorless green ideas sleep furiously, donc les idées vertes sans couleur dorment furieusement, cette phrase ne veut rien dire et pourtant elle valide absolument toutes ces règles grammaticales. Et donc la question du passage, du support au sens reste entière, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de règles formelles, donc implémentables dans une machine de Turing, qui permettent de passer d'un support, qu'il soit écrit, visuel ou sonore, à un sens. Et d'ailleurs, la question de la création du sens à partir du support reste entière. Enfin, personne n'a l'algorithme qui permet de passer d'un texte à un sens. Et si vous l'avez, partagez-le, parce qu'il y a vraiment un truc à faire. Donc voilà. Alors, c'est sûr que... Donc voilà, on cherche là-dessus. Pendant très longtemps, ça a été quand même assez décevant. Il y a eu d'ailleurs ce qu'on appelle un hiver de l'intelligence artificielle, depuis le milieu des années 80 jusqu'aux années 2010, parce que précisément toutes les approches basées sur des règles dans lesquelles on avait beaucoup investi ont été finalement plutôt décevantes. On arrête ça, mais pendant ce temps-là, on reprend des approches qui étaient plus anciennes, qu'on appelle des approches connexionnistes, notamment basées sur des réseaux de neurones, où on dit plutôt que d'essayer de mettre des règles et d'avoir un système qui utilise ces règles, qui sont donc des approches descendantes ou top-down, on va montrer plein de données à un modèle absolument agnostique. Et ça, ce sont les approches bottom-up. Au début, ces approches sont encore un peu frustrantes. Je ne sais pas si vous avez connu Dragon Dictate, par exemple, dans les années 90, qui était un des premiers systèmes qu'on appelle de speech to text, oui, donc effectivement, en gros, on parle dans un micro et il écrit, c'était encore très imparfait, il fallait lire plusieurs pages avant que ça marche, etc. Aujourd'hui, ce sont des choses qui sont quand même beaucoup plus matures, mais toujours selon des approches bottom-up. Et donc, ChatGPT, qui est sorti il y a très exactement un an, c'était le 30 novembre 2022, lui, donc évidemment, capitalise sur des avancées en termes de recherche, avec notamment des modèles de transformers, ces modèles de transformers qui sont à la base de BERT. Justement, j'entendais qu'on parlait de BERT. Voilà. BERT, c'est un exemple de transformer. Donc évidemment, transformer, des masses de données absolument phénoménales, et également des capacités de calcul, avec une bonne surprise qui est arrivée dans les années 2000, c'est que les PC de gamers, donc les gens qui jouent aux jeux vidéo avec des univers en 3D assez complexes dans lesquels ils se promènent en temps réel, et en fait on s'est rendu compte que les composants matériels qui étaient utilisés dans ces PC pouvaient également être utilisés pour calculer des résultats de réseaux de neurones. Pourquoi ? Parce que ce sont en fait donc ce qu'on appelle des GPU, des Graphical Processing Units, qui sont en fait des composants faits pour faire des calculs matriciels accélérés. Or, pour calculer la sortie d'un réseau de neurones, on fait aussi des calculs matriciels. Et donc, entre cette évolution du matériel, cette augmentation de la masse de données et le développement de la recherche, avec notamment ces modèles de transformers, on arrive à faire, effectivement, le 30 novembre 2022, un LLM qui est extrêmement puissant, qui s'appelle ChatGPT. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que donc, ce modèle est créé par une société américaine qui s'appelle OpenAI. OpenAI, en 2019, reçoit un investissement d'1 milliard de dollars de Microsoft. Il est assez probable qu'en 2019, le modèle qu'ils avaient quand Microsoft investit 1 milliard ressemble déjà à peu près
au ChatGPT qu'on connaît aujourd'hui. À une exception près, c'est qu'il n'a pas de surmoi. C'est-à-dire que il génère du texte. Voilà, Emily Bender appellera ça un perroquet stochastique, un perroquet statistique. C'est-à-dire qu'effectivement, il assigne une distribution de probabilité aux mots suivants, étant donné les mots précédents. Et le problème de ça, c'est qu'on peut lui faire tenir n'importe quel type de propos, sexiste, raciste, biaisé. On peut lui demander, vous pourrez regarder dans les rapports techniques d'OpenAI, par exemple, comment tuer un maximum de personnes avec $1. Il propose plein d'excellentes idées. C'est un peu problématique. Comment déguiser un meurtre en accident ? Comment faire une campagne antisémite sans que je passe pour quelqu'un d'antisémite, et ça. Et le reste, c'est qu'il répondait à tout ça. Et il est assez probable qu'entre 2019 et 2022, le moment où ChatGPT sort, en fait, les chercheurs ont principalement travaillé à contrôler, c'est pour ça que j'appelle ça un peu un surmoi, c'est-à-dire comme si GPT-3, donc c'est évidemment pas un esprit humain, mais comme si GPT-3 est une sorte d'inconscient qui génère un peu tout sans aucune limite, et qu'en fait, entre 2019 et 2022, les chercheurs se sont attachés à contrôler ce discours. Et c'est pour ça qu'effectivement, assez souvent, ChatGPT vous dira « ah ben non, ça je peux pas, ben non, ça je sais pas, non, je ne suis pas fait pour, etc. » Mais ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas dans le modèle en lui-même, en fait. C'est tout un tas d'heuristiques autour qui disent « ah, là j'ai détecté un truc, bon, réponds pas ». C'est pas lui qui sait ça. Ce qui est assez intéressant, parce que ça nous amène assez logiquement à la question de la réglementation de ces modèles. C'est-à-dire que si des modèles comme GPT-3, sans leur surmoi, sont partagés en open source, comme c'est le cas aujourd'hui, alors effectivement, qu'est-ce qu'on pourra en faire ? Est-ce que ces modèles-là doivent être réglementés ? Est-ce que seuls des modèles avec un ensemble de règles de sécurité, donc les Américains appellent ça safety, ont le droit d'être proposés ? C'est un peu une discussion qui a eu, c'est même la discussion qui a lieu en ce moment en Europe, avec la discussion sur l'AI Act, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est donc une loi qui a été commencée il y a à peu près 2 ans, qui avançait relativement bien. Fin décembre dernier, suite à la sortie de ChatGPT, le sujet est ouvert de nouveau en disant « attention, il faut quand même prendre en compte ces nouveaux outils qui viennent d'apparaître ». Et assez rapidement, il y a des articles notamment sur les modèles de fondation qui sont sortis. Alors ça, je crois que c'est la slide suivante, mais de toute façon, c'est que des titres, donc c'est pas très grave. Et sur les modèles de fondation qui arrivent. Et donc ces modèles de fondation, c'est celui dont je parle, là, c'est GPT-3. Alors il y a d'autres gens, il y a à peu près 15 ou 20 acteurs aujourd'hui dans le monde qui savent entraîner ces très grands modèles. Il y a évidemment OpenAI, il y a Microsoft, il y a Google, il y a Meta. En France, il y a 2 acteurs qui font ça, qui s'appellent Lighton et Mistral. En Allemagne, il y a une société qui s'appelle Aleph Alpha. Il y a des acteurs chinois qui en font également. Je crois que c'est Alibaba qui a sorti un modèle qui a très bien marché, qui est sorti là, je crois, cette nuit ou hier. Donc voilà, mais en fait, il y a assez peu d'acteurs qui savent faire ça, pour différentes raisons, notamment parce que ça coûte extraordinairement cher. Personne n'a de données précises sur le dernier modèle d'OpenAI qui est sorti en mars, qui s'appelle GPT-4, mais on suppose que c'est un modèle qui coûte plusieurs centaines de millions de dollars à entraîner. Ça coûte extraordinairement cher, peut-être même 1 milliard. Palm 2 de Google, on pense qu'on est peut-être autour du $1 milliard à l'entraînement. Donc ce sont des choses qui sont absolument gigantesques. Pourquoi ? Parce que, il faut des masses de données énormes, parce qu'il faut des gens pour entraîner ça, ce sont des gens qui coûtent très cher parce que tout le monde se les arrache, et il faut ensuite une puissance de calcul incroyable pour réaliser cet entraînement, c'est-à-dire je te montre des mots, tu me dis quel est le suivant, etc. Alors, en pratique, juste pour rentrer un petit peu dans le détail sur les LLM, une fois qu'on a fini cet entraînement-là, ensuite on va l'entraîner sur des textes qui ont été écrits par des gens, où ces personnes-là disent bah, si je te donne tel texte, voilà le résumé. C'est ce qu'on appelle des corpus d'instruction. C'est-à-dire que ce ne sont pas des choses qu'on trouve directement sur le web. Personne n'écrit naturellement ça sur le web. On va avoir des blogs sur le web, on va avoir de la presse, on va avoir des textes, mais personne n'écrit des instructions pour des machines sur le web. Là, du coup, ils ont dû créer ce corpus-là. Et puis enfin, il y a une dernière source de données qui est utilisée pour entraîner ces modèles. On est à combien là ? Il est tard déjà un peu ? Encore 3 minutes, ok. Et enfin, il y a un dernier type de corpus qu'on utilise pour entraîner ces domaines, qui sont les corpus de retour humain. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont leur modèle, ils vont générer plein de phrases. Ils disent
quand je reçois telle phrase, je peux faire celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Quelle est la meilleure ? Et puis, suivante. Et ça, ce sont des gens qui, techniquement, sont payés $2 de l'heure dans des différents pays du monde et qui font ça en masse. Voilà, pour Meta, qui a sorti un modèle qui s'appelle Llama 2, un modèle open source, les personnes qui ont travaillé dessus disent qu'ils ont dépensé $10 millions pour créer ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, il y a extrêmement peu d'acteurs qui peuvent faire ce genre de choses, parce que ça coûte très, très, très cher. Et il se trouve que ces acteurs, aujourd'hui, militent contre la régulation de ces modèles dans l'AI Act, et donc ça fera une passerelle toute naturelle pour l'exposé suivant, et parce qu'ils disent effectivement arrêtez, vous allez encore nous embêter avec notre régulation, on va encore louper la vague de l'innovation, alors qu'on était bien parti, etc. Moi, vous commencez à le sentir, je suis plutôt tenant d'une régulation, pour différentes raisons. La première, et donc effectivement on en reparlera, parce que ces modèles-là sont quand même entraînés sur des quantités astronomiques de données sous droit d'auteur et personnelles qui conviendraient à minima, si ce n'est de partager, mais en tout cas de savoir ce qu'il y a dedans. Et deux, pour des raisons industrielles. Moi, dans mon entreprise, j'utilise des grands modèles de langue comme ça, mais j'hésite encore beaucoup à mettre mon produit sur le marché, puisque finalement j'ai construit mon produit sur une brique que je ne maîtrise pas et dont on ne veut pas qu'elle soit réglementée. Aujourd'hui, dans n'importe quelle chaîne de production industrielle, les producteurs des briques intermédiaires, que ce soit la personne qui construit une fondation sur laquelle construire une maison, que ce soit la personne qui fait des trains d'atterrissage pour les livrer à Airbus, etc., doit se soumettre à un certain nombre de contraintes et de réglementations pour que la personne derrière s'assure que le produit qu'elle utilise est vérifié. Et aujourd'hui, ces gens qui proposent ces modèles de fondation refusent que ces produits-là soient réglementés. Ce qui me pose un petit problème. Et puis, d'autre part, en France en particulier, dans le cas de Mistral, si le AI Act est annulé, alors Andreessen Horowitz, qui est un des plus grands capitaux risqueurs américains, pourra investir dans Mistral, qui du coup ne sera plus française. Donc on voulait sauver une pépite, et on perdra une bonne loi et une pépite. Voilà, merci. On va passer à la deuxième présentation et on prendra les questions ensuite. Du coup, Félicien Vallet, donc effectivement, on l'a dit, profil un peu particulier, donc ingénieur télécom. Il a fait sa thèse à l'INA et il a travaillé en tant que chercheur à l'INA. Donc, il a fait sa thèse sur la structuration automatique d'émissions télévisées. Il a notamment eu l'occasion d'y faire quelques bases de données biométriques. Et ce qui l'a conduit ensuite à travailler pour la CNIL. Donc il a rejoint après l'INA et depuis cet été, milieu de l'année, responsable d'un nouveau service qui s'appelle Intelligence Artificielle, donc vraiment dédié à ces questions-là. Et donc je vais le laisser nous parler donc de l'IA, de la protection des données, comment anticiper et répondre à ces enjeux. Merci. Alors effectivement, tout d'abord, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir d'intervenir ici et de revenir un petit peu à ce qui était ma maison professionnelle autrefois. Donc voilà, et puis vraiment ravi de continuer de parler après Gilles. Alors j'avais préparé quelques transparents, mais j'ai peut-être... Tu peux juste avancer. Très bien, super. Mais en fait, je me dis, pour certaines... Voilà, peut-être que je passerai un peu vite sur certaines pour finalement retrouver très rapidement le propos de Gilles et puis je pense après engager une conversation intéressante. Alors juste pour repréciser très succinctement le cadre, donc moi je travaille à la CNIL, donc l'autorité de protection des données personnelles, donc c'est ce qu'on appelle une administration une autorité indépendante et elle existe depuis 1978 avec la création de la loi informatique et liberté. À cette époque-là, voilà, les risques posés par l'informatique, c'était un petit peu différent de ce qu'on imagine aujourd'hui, mais néanmoins, j'aime bien commencer mes exposés par ça. Quand on lit l'article premier de cette loi de 1978, eh bien on se dit que quelque part, finalement, les buts poursuivis, en tout cas, sont toujours valables et que ça a du sens d'avoir ça décrit dans une loi et des institutions pour le défendre. Alors, plus spécifiquement, comme la CNIL elle s'occupe des données à caractère personnel et de leur traitement, eh bien, ça nous amène finalement à regarder tout un ensemble de ce qu'on appelle des traitements de données, c'est-à-dire quand est-ce qu'il y a des données personnelles qui sont traitées, et par qui, par quoi, et comme tout le monde en traite nécessairement, parce que vous soyez
un artisan qui gère la paye pour ses employés, bon, voilà, vous allez déjà traiter des données à caractère personnel. Donc voilà, il y a une pléthore de secteurs dans lesquels ça trouve à s'appliquer. Depuis plusieurs années maintenant, on observe la montée progressive du sujet de l'intelligence artificielle dans les dispositifs qui sont soumis à la CNIL. Donc là, j'avais listé quelques exemples, mais bien évidemment, tant dans le domaine de la santé que de l'administration, dans le domaine de la sécurité publique, avec tout ce qui va être caméra augmentée, voire reconnaissance faciale, dans le domaine du RH, recrutement, éducation, etc. Et donc, tout ça, ça nous pose des questions assez nouvelles, assez un petit peu inédites, parce que finalement, là, ce que je vous ai indiqué, ce sont les grands principes fondamentaux de la loi informatique et liberté, et depuis 2018, notre texte de référence, le RGPD. Et quelque part, s'il faut retenir, voilà, vous n'y connaissez pas grand-chose en protection des données, mais s'il fallait retenir quelque chose, ce serait de dire, voilà, ces textes, ils disent qu'il faut respecter ces grands principes. Donc limiter les finalités, c'est-à-dire avoir un objectif précis pour lequel on traite les données, minimiser celles-ci, ça veut dire traiter juste la quantité nécessaire, le faire de façon licite et loyale, avec des données exactes, pour une durée de conservation de ces données qui est spécifiée, et au bout de laquelle il faut supprimer les données, voire prolonger la conservation, mais éventuellement en informant les personnes le cas échéant. Mettre en œuvre des mesures de sécurité, et puis surtout, le pendant, avoir tout un ensemble de droits des personnes à faire respecter sur leurs données. Et quand on parle d'IA, quelque part, on voit que tout ça, c'est un petit peu mis en tension, parce que finalement, on voit, nous, dans la pratique, qu'il y a plein de producteurs de systèmes qui ne sont parfois pas très au fait, ils veulent des données, mais ils ne savent pas nécessairement tout de suite très précisément ce qu'ils veulent développer. Et bien sûr, cet enjeu de minimisation, comment ça s'accorde quand on parle de LLM, comme le disait Gilles, donc 3500 milliards de mots, et dont certains vont être des données à caractère personnel. Des enjeux de sécurité assez inédits, parce qu'à la fois, l'IA, ça repose sur un socle informatique classique, donc voilà, il faut faire les mêmes bonnes pratiques que ce qu'on mettrait dans n'importe quel système d'information, et en même temps, il y a des nouveaux risques qui existent. Donc, par exemple, vous allez pouvoir altérer le fonctionnement d'un système d'IA par exemple en lui soumettant des données corrompues. Donc, par exemple, vous modifiez légèrement une image et puis le classifieur que vous avez, il se trompe complètement et puis il affecte une classe complètement différente à celle qui devrait. Donc, c'est le fameux panda qui est identifié comme un singe dans un des premiers articles qui traitait de ça. Vous allez aussi avoir des risques d'empoisonnement des données d'apprentissage, donc c'est-à-dire que puisque les systèmes d'IA, et en particulier ceux qui reposent sur l'apprentissage automatique, ils vont modéliser il faut créer des modèles statistiques à partir des données. Si ces données elles sont fausses, si elles sont corrompues, vous allez avoir un problème sur l'utilisation ensuite du service que vous allez construire autour de ce modèle. Et donc, par exemple, il y a des chercheurs qui montrent qu'on peut introduire des portes dérobées, on peut faire plein de choses de cette manière-là. Et puis, un autre risque de sécurité qui nous intéresse à la CNIL, c'est que aussi, en interrogeant les modèles, on peut aussi finalement recréer des données qui faisaient partie de l'ensemble d'entraînement. On peut aussi inférer de l'information et donc savoir que, par exemple, j'interroge mon modèle, je suis capable de dire que cette donnée faisait partie de l'ensemble d'entraînement. Du coup, j'en déduis que cette donnée qui appartient à telle personne était dans le corpus d'entraînement. Et donc, peut-être que j'en déduis des informations. Par exemple, c'est un modèle qui sert à diagnostiquer une maladie. Je peux en déduire de cette manière-là que la personne souffre de cette maladie. Donc voilà. Dit très succinctement, on a toutes ces questions qui se posent et qui nécessitent bien évidemment d'y répondre. Voilà, c'est juste une autre façon de dire les choses, mais tout ça, c'est bien évidemment des questionnements très très actuels, avec aussi comment est-ce que nous, bien évidemment, on va contrôler tout ça, des questions qu'on se pose. Alors maintenant, je vais juste, je voulais passer un petit peu rapidement pour quand même dresser le portrait de ce qu'on fait à la CNIL, des questions qu'on se pose et ce qu'on vise à mettre en œuvre. Mais je voulais maintenant faire un petit focus sur le sujet spécifiquement IA générative et ChatGPT et consorts et autres LLM. Et finalement, à ce stade, alors présenter des pistes de réflexion qu'on a et de questions qu'on se pose, parce que je pense que ça peut vous intéresser, ça complémentera bien la discussion précédente, la présentation précédente.
Donc tout d'abord, alors là ça reprend un petit peu toutes les notions qu'a pu introduire Gilles, mais je trouve que c'est intéressant de partir de définitions, d'autant plus que alors, là elles sont déjà un petit peu vieilles, ça a encore changé, et je crois qu'un des sujets qu'on a véritablement, alors de façon assez générale je pense dans nos rapports humains, c'est de comment on nomme les choses, est-ce qu'on est d'accord pour se mettre d'accord sur une définition et de dire on parle bien de la même chose, mais en tout cas appliqué au système d'IA, on a pu voir justement, comme le disait Gilles, notamment depuis 1 an, à peu près l'arrivée de ces nouveaux termes qui existaient, qui n'étaient pas jusqu'à présent très utilisés, de système d'IA à usage général, de système d'IA générative, de modèles de fondation. Et finalement, l'articulation entre tous ces termes, c'est pas complètement évident. Finalement, qu'est-ce qui différencie un modèle de fondation d'un système d'IA à usage général? Alors bon, et là-dessus, encore une fois, même les experts ne sont pas toujours complètement d'accord. Donc voilà, bon, pour moi, le modèle de fondation, il est dans le système d'IA à usage général, qui est plutôt un système et éventuellement un produit, alors que le modèle de fondation serait plutôt un composant. Mais bon, tout ça est encore âprement discuté, et puis même, on pourra continuer dans les questions, mais il est question maintenant de différencier les modèles de fondation avec des modèles de fondation à haut impact, qui seraient peut-être un peu régulés, mais voilà, tout ça est en phase d'élaboration assez active en ce moment. Toujours est-il que donc, ça c'est juste les modalités un petit peu de... C'est très très moche, parce que j'ai copié ça, je ne sais plus trop où, mais ça reprend en fait ce que disait Gilles juste avant, à savoir que finalement on a notre modèle de fondation, notre modèle de langage qui est au centre de notre système, et finalement celui-ci il est vraiment entouré de tout un ensemble de dispositifs, de procédures pour permettre et de l'exploiter, donc en soumettant par exemple ces requêtes via un prompt et puis en récupérant une réponse, et puis surtout d'avoir tout cet ensemble de mesures dites de safety qui vont permettre de s'assurer de limiter des hallucinations ou des usages qu'on ne souhaiterait pas voir subvenir, avec nécessairement quand même plein d'écueils encore aujourd'hui possibles, et donc tous des enjeux de justement créer peut-être demain des instituts pour la AI safety. Donc par exemple, il y a un papier scientifique qui a été publié, je crois qu'il y a un ou 2 jours, donc il proposait une nouvelle méthodologie d'attaque, donc il fallait répéter à l'infini le mot poème dans le prompt, et puis et donc dans les réponses, en fait, ça finissait par vraiment reproduire des données qui étaient textuellement dans la base d'apprentissage. Donc alors j'ai pas lu encore intégralement le papier. C'est assez surprenant, et donc voilà, donc il y a encore plein de choses, donc on n'est pas scientifiquement très au clair sur comment ça marche et les capacités de ces modèles. Donc pour vous revenir sur les questions que ça nous pose à la CNIL, je voulais revenir sur une décision qui a été quand même assez importante dans cette année de l'IA générative, puisque ça fait maintenant 1 an que ChatGPT est arrivé, et que quelque part, si ça n'a pas tout changé, et qu'il y avait des choses, comme disait Gilles, qui existaient déjà, BERT, ça date de 2019, en même temps, on a vraiment une révolution d'usage avec la possibilité pour tout un chacun de s'en saisir, et dans la perception de tous et sur les usages que ces systèmes... qu'on pouvait faire de ces systèmes, je pense qu'il y a eu vraiment un changement important qui a été notable. Et donc, un événement qui, pour nous, du point de vue de la protection des données, a quand même marqué aussi cette année, c'est celle de la décision de la CNIL italienne, qui en mars 2023, a demandé à OpenAI d'arrêter de traiter, d'opérer en Italie, parce qu'ils avaient relevé un ensemble de manquements pour lesquels ils disaient que OpenAI n'était pas conforme au RGPD, donc en particulier relativement à l'information des utilisateurs sur les données qui auraient servi à l'apprentissage du modèle, sur aussi la réutilisation des données de ces utilisateurs, sur ce qu'on appelle la base juridique pour la constitution du modèle. On n'a pas le droit de scraper comme ça tout Internet sans impunité pour traiter des données à caractère personnel, donc il faut préciser comment on se base pour faire ça, et donc c'était pas clair, ça ne l'est pas complètement du tout aujourd'hui encore. Puis tous les enjeux d'exactitude autour des données, et puis un petit dada de la CNIL italienne et les enjeux de vérification d'âge de façon générale sur les dispositifs numériques.
Donc qu'est-ce qui s'est passé après? Alors c'est assez intéressant parce que ça a été quand même relativement vite par rapport à des fois certaines décisions d'autorité qui peuvent prendre beaucoup de temps. Là finalement en un mois ils ont traité un peu le truc. Alors il faut dire que le fait de demander un service de plus opérer c'est quand même assez radical. Donc ça nécessite aussi de traiter des choses de façon rapide. Mais en tout cas il y a eu donc une sorte d'échange avec OpenAI. Donc ils ont quelque part dealé un petit peu des choses, avec aussi les contraintes de la technologie, donc sur lesquelles je reviendrai un petit peu après. Et donc, finalement, fin avril, il y a plusieurs mesures qui ont été annoncées, donc avec donc des trucs assez simples, mieux informer, alors donner la possibilité aux utilisateurs de s'opposer au retraitement de données qu'ils avaient soumises via l'invite, donc juste alors qu'on ne pouvait pas s'opposer au départ, donc ça c'était quand même quelque chose d'assez important, donc qui a été proposé après dans toute l'Europe, puis proposer différentes mesures sur l'effacement de données inexactes, la possibilité de s'opposer au fait qu'on soit dans la base d'apprentissage, même si il y a des formulaires qui existent. Tout ça reste un petit peu quand même nébuleux sur l'effectivité concrète de la chose, parce que c'est des bases tellement gigantesques que retrouver l'information n'est pas toujours évident, mais voilà, suite à ça, il y a quand même eu des changements qui ont été opérés, et donc les Italiens ont pu réutiliser ChatGPT. Alors, quelles questions plus concrètement ça nous pose? Alors moi j'aime bien décomposer le problème en un petit peu trois niveaux, quand on parle de données personnelles. D'accord, 3 niveaux pour 5 minutes. Ça devrait, j'espère que ça va aller. Donc le premier, ça a été également évoqué, c'est... alors, je ne suis pas tout à fait sûr du volume, bref, des 500 gigas de texte. Est-ce que ça correspond... Je fais plus confiance aux chiffres de Gilles, des 3500 milliards, quoi qu'il en soit. On comprend tous l'idée, c'est plein de... Parce que je ne sais plus exactement où je l'avais trouvé, je n'étais surtout pas sûr à l'époque de la fiabilité complète de la source. Mais en tout cas, l'idée est là, c'est que c'est des volumes considérables de données, très variés, donc tout Wikipédia, tout Books, des sites académiques, des sites de presse, des sites institutionnels, dans plusieurs langues, mais quand même principalement en langue anglaise. Et finalement, là-dedans, nécessairement, il va se retrouver à avoir des données à caractère personnel. Alors plein d'autres choses, de données aussi protégées au copyright. Comme nous, c'est pas directement ce qu'on regarde. Je dis pas que ça nous intéresse pas, mais voilà, c'est moins directement ce qu'on va surveiller. Mais donc un véritable enjeu de comment on encadre tout ça. Donc ça, on pourra en parler après. Nous, il y a des travaux qu'on commence à mener là-dessus. Ça, c'est le premier niveau de question. Deuxième niveau, qui est assez un tout petit peu plus métaphysique, sur le modèle en lui-même. Parce que finalement, un modèle, comme l'a dit Gilles, c'est une représentation statistique du monde. Finalement, c'est un ensemble de paramètres, de chiffres, si on peut dire. Et quelque part, derrière ces chiffres, quand même, il y a de l'information. Et donc on voit bien, notamment dans le cas d'un LLM, ces LLM ils peuvent mémoriser et régurgiter, si vous me permettez l'expression, des passages entiers de textes sur lesquels ils auront été entraînés. Et donc là on retrouve les questionnements que j'avais, que je vous avais indiqués au titre de la sécurité, sur les possibilités d'inverser un modèle, d'inférer des informations. Et donc finalement, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là si j'ai un modèle, cette structure mathématique, statistique qui est figée, et qu'elle a mémorisé des données à caractère personnel qui me concernent quelqu'un, et qu'est-ce que je peux faire dessus? Et c'est vraiment compliqué parce que c'est des structures qui sont figées, on ne peut pas les altérer. Il y a des travaux assez intéressants au titre de la recherche scientifique sur ce qu'on appelle le machine learning, donc qui est un champ assez vaste et qui est encore au début, où on vise à effacer des contributions à l'intérieur du réseau. Mais c'est des choses qui sont quand même aujourd'hui assez compliquées à mettre en œuvre, très coûteuses, et donc c'est pas encore demain que finalement OpenAI va vous donner un petit formulaire, puis vous pouvez dire je m'oppose à ça, puis donc modifier à la main le réseau. Et donc on va travailler plutôt finalement au niveau de l'interface, enfin ce que j'appelais l'interface utilisateur, en tout cas de ce que décrivait Gilles aussi, de tous les mécanismes qui vont entourer le modèle de langage, le LLM. Et donc finalement, on va avoir ce troisième niveau, donc là c'est celui via lequel l'utilisateur va interagir, et qui va être très important aussi pour nous, parce que finalement c'est quelque part le front, c'est là que on touche
l'utilisateur final, si je peux dire, on est en contact avec lui, et donc on va pouvoir vraiment lui présenter comment ces données elles sont traitées, lui donner la possibilité de s'opposer, d'exercer son droit d'accès sur ces données, éventuellement de corriger ces données avec toutes les limites qui ont été données jusqu'à présent. Hop. Et voilà. Et donc, comme je crois que c'est à peu près ça, je pense qu'elle tombe à peu près juste sur les... Voilà. Il y a bien évidemment plein d'autres choses qu'on peut dire sur le sujet. Merci à tous les deux. On va passer aux questions. S'il y en a dans la salle, moi j'en ai une première, mais qui est un peu générale. C'est effectivement, donc non pas tant sur la partie technique que vous avez pu décrire tous les deux, mais sur les enjeux de régulation qu'il y a derrière. Est-ce que vous n'êtes pas un peu pessimiste entre tous les intérêts géopolitiques et économiques qui entrent en œuvre actuellement sur les questions de régulation d'IA? En gros, est-ce que l'Europe aura une place face à la Chine et aux États-Unis? Et est-ce que au milieu, il y a effectivement, tu as cité Mistral, il y en a 2 ou 3 autres sociétés européennes. On entend beaucoup effectivement ces entreprises communiquer. Moi, je suis relativement surpris. On a entendu, alors c'était à l'Arcom il y a 15 jours, 3 semaines, Yann Lequin expliquer très clairement. Alors là, c'était pas trop les données personnelles, c'était le droit d'auteur, dire on s'assoit sur ces questions-là, et sciemment, on n'est pas transparent, parce que si on était trop transparent, on se taperait des procès. Et c'est dit ouvertement, calmement, etc. On ne respecte pas le droit, et si jamais on se mettait à le respecter, ça nous poserait des gros problèmes. Donc en gros, on fait les morts en attendant, et je pense qu'effectivement, tout le monde attend de voir ce qui va se passer au niveau européen. Est-ce que cette IA Act va aboutir ou pas ? Je ne sais pas si vous avez plus d'infos, enfin, c'est la semaine prochaine, je crois, la deadline. Et s'il ne se passe rien, il se passe quoi derrière? Et notamment, est-ce qu'au niveau national, c'est raisonnable ou clairement c'est une utopie de dire que la France toute seule, enfin, ou qu'à certains niveaux, des choses vont se passer ou que ça peut se passer qu'au niveau européen? Viens, Gilles, je t'en prie. Du coup, je pense que ça marche. Ah oui, je suis sûr. Alors, j'avais pas entendu cette déclaration d'Yann Lequin, voilà, qui est assez éloquente. Il n'est pas le seul en fait chez Meta à dire ça, puisque Google, OpenAI et Microsoft ont fait des communications pour dire si vous avez des problèmes juridiques avec des ayants droit, vous nous appelez, on vous couvre. Donc c'est complètement assumé, parce qu'effectivement, pour mémoire, Meta c'est 150 milliards de chiffre d'affaires annuel, Google c'est 250. Donc en fait, quand on fait 250 milliards, avec 60 milliards, 60 ou 80 même milliards de résultats, en fait, on a les avocats, on a les trucs, et si à la SACEM, à la SACD qui vous emmerde, vous nous appelez, on a nos avocats. Donc, bon, moi, ça, je trouve ça, c'est scandaleux, c'est vraiment scandaleux, mais c'est effectivement ça, et donc, apparemment, Yann Lequin en remet une couche et dit très clairement, voilà. Alors, ensuite, est-ce que ça va nous empêcher de construire l'OpenAI européen? Déjà, est-ce qu'on souhaite avoir un OpenAI européen? Je serais plutôt pour dire oui, pour plusieurs raisons, notamment parce que l'année 2024, je pense, sera l'année des assistants. C'est-à-dire qu'on va commencer à avoir sur Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Gmail, tout ça, etc., des petits trucs en bas à droite. Moi, j'appelle ça la revanche du trombone. Pour celles et ceux qui ont connu, voilà, c'est ça. Vous avez peut-être connu les trombones sous Word qui ne marchaient pas du tout. Voilà, c'est la revanche du trombone en 2024. Cette fois-ci, ça marche. Et donc, effectivement, vous allez pouvoir lui dire fais-moi un mémo en 3 pages suite à la réunion de machin, en quelques lignes, et il vous génère les 3 pages en bon français, machin, avec les soulignés, en réutilisant le format de ce document. Il réutilise le format du document. Ça va très bien marcher. Mais malgré tout, ça veut quand même dire que si toutes les administrations, toutes les entreprises, tous les mails sont pré-rédigés par une même machine qui est celle d'OpenAI entraînée aux États-Unis, ça pose évidemment des questions d'uniformisation. Parce que même s'ils disent bien, attention, il faut bien relire ce que j'écris, certes, mais quand il préécrit 3 pages, c'est évident que ce qui va être envoyé finalement, ça sera très proche de ce premier jet. Quasiment sûr. D'ailleurs, c'est l'objectif, parce que s'il fallait tout réécrire, on ne l'utiliserait pas. Or, en pratique, on va faire envoyer, quoi. Donc, ça veut quand même dire qu'on a un problème d'uniformisation. Ça veut quand même dire aussi que le producteur de cette machine
qui à son tour produit l'ensemble des contenus qu'on s'échange, a un pouvoir phénoménal. Enfin, je veux dire, en gros, on va avoir une machine faite par des gens qui va pré-mâcher tout ce qu'on va s'échanger. Alors, heureusement, on va continuer à imaginer, machin, etc. Mais malgré tout, il y a quand même, je trouve, un risque, quand même un peu, si ce n'est de prise de contrôle, au moins de prise d'influence, et deux, évidemment, d'uniformisation. Si on utilise tous le même bot pour s'envoyer des mails, on va un peu tous s'envoyer les mêmes mails. Donc ça, il faudra qu'on y fasse un peu attention aussi. Donc, voilà pourquoi il faut un OpenAI européen. Deux, en revanche, on en est à des années-lumière. Mistral a sorti un modèle de 7 milliards de paramètres. Il se trouve que j'ai rencontré Arthur Mensch, son fondateur, on a un peu papoté, et je lui ai dit, mais pourquoi tu sors un modèle à 7 milliards? Est-ce que tu sors aussi un 34 et un 70, qui avaient été les deux autres modèles sortis par Meta avec Llama 2 quelques mois plus tôt? Et il me dit, je ne sors que un 7 milliards parce que j'ai pas le compute, j'ai pas les GPU pour faire des modèles plus gros. À titre de comparaison quand même, GPT-4, c'est 1800 milliards de paramètres. Nous, aujourd'hui, on arrive à sortir 7. Très bien, il n'y a pas que le nombre de paramètres qui compte, mais malgré tout, bon, ça rentre un petit peu en ligne de compte. Donc ça veut quand même dire... Et alors, vous avez probablement dû voir que Xavier Niel, Saadé, donc Rodolphe Saadé de CMA-CGM, et Eric Schmidt, ancien patron de Google, mais bon, qui est là aussi pour nous aider à faire l'IA européenne. Bon, je trouve ça, c'est aussi, je trouve que, voilà, il y a 2-3 questions qui se posent, mais supposons que tout le monde soit de très bonne volonté, voilà. Malgré tout, donc, ils ont ouvert donc Qt.ai il y a 2 semaines à Station F, notamment qui va être supporté par l'hébergeur européen Scaleway, qui a en grande pompe annoncé qu'ils avaient acheté 1000 GPU fin septembre. À titre de comparaison, GPT-4 aujourd'hui tourne sur 30 000 GPU. Pourquoi? Parce que 1800 milliards de paramètres pour 100 millions d'utilisateurs par semaine, personne en Europe, peut-être qu'en Chine on sait le faire, mais en Europe c'est sûr qu'on n'a pas du tout les moyens d'héberger ça. C'est-à-dire que quand bien même quelqu'un sortirait un modèle aussi puissant, libre, personne ne pourrait l'héberger. On n'a pas d'infrastructure en Europe, ne serait-ce que pour le déposer. Alors pour répondre à 100 millions de personnes par semaine, on en est extrêmement loin. Et donc ça fait que de toute façon, enfin comment dire que c'est la réglementation qui va empêcher de créer le géant du numérique européen de demain, que j'appelle de mes voeux, c'est faux. C'est pas du tout la réglementation. C'est le manque de GPU, c'est le manque d'investissement, c'est potentiellement le manque de savoir-faire. Je pense qu'en Europe, personne ne sait refaire GPT-4. Voilà. Vas-y, Quentin. Dis-moi. Vas-y. Sur la question de la réglementation. Oui, sur la question de la réglementation, d'accord. Tout à fait. Alors, juste pour dire que moi, je suis tout à fait d'accord aussi avec le fait qu'il faille développer des choses chez nous, et puis, d'un point de vue aussi, pas de souveraineté, mais en tout cas d'exception aussi française et européenne. Et donc, bon, il y a eu des initiatives assez récentes, en tout cas annoncées par le président Macron là, à Vivatech, donc avec notamment un appel à projet pour la création de communs numériques, justement, qui est ouvert, donc qui peut pour entraîner tel système. Après effectivement, je suis d'accord avec Gilles sur le fait que la régulation parfois elle a effectivement bon dos. Je pense que c'est pas la seule chose à questionner. Là où c'est moi je peux situer un tout petit peu sur le déroulé de l'IA Act, en fait déjà comment ça marche, parce que qu'est-ce que c'est? Donc l'IA Act, c'est un règlement. Donc un règlement, ça veut dire que ça va être adopté de façon uniforme partout dans les 27 États membres. C'est-à-dire aussi que c'est une grosse machine à négocier, parce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait la commission qui produise un texte. Elle l'a fait en juin 2021. Ensuite, il faut que le Conseil, c'est-à-dire les États membres, ils proposent leur version, ils amendent, ils disent bon, voilà, nous on trouve que c'est un peu trop contraignant, on n'est pas d'accord, on voudrait pouvoir faire de la reconnaissance faciale dans telle ou telle circonstance, etc. Par exemple. Et puis après, il y a le Parlement qui adopte sa version, donc ça ils l'ont adopté en juin dernier. Et ensuite, là c'est les phases qu'on a actuellement, c'est les phases dites de trilogue, où ces 3 parties doivent se mettre ensemble dans la même pièce et négocier des trucs. Et là, on a une date un petit peu butoir du 6 décembre pour le dernier trilogue, parce qu'en fait, quelque part, si l'IA Act n'est pas adopté à cette période-là, ou vraiment tout début janvier, mais il faudrait vraiment que ce soit fait là, quelque part, ça va être trop tard, parce qu'on va avoir les élections européennes au niveau du Parlement, qui vont renouveler le Parlement, et donc un nouveau Parlement ne voudra jamais adopter ce qu'un précédent aura fait, donc tout sera quelque part à refaire. Et c'est un petit peu dommage, parce que
ça fait 2 ans que quelque part l'Europe est vraiment en avance sur cette idée de régulation. Quelque part, les Américains ont sorti l'executive order, l'administration Biden fin octobre. Les Anglais ont annoncé leur UK AI Safety Summit. Voilà, on voit les Chinois ont également une régulation sur l'IA générative. Donc, quelque part, c'est vraiment le moment de le faire. Et donc voilà, moi, j'aurais tendance à croire qu'on va quand même, le texte sera quand même, mais c'est vraiment juste personnel, sera quand même adopté parce que je pense qu'aucun pays n'a vraiment envie de porter trop la responsabilité d'avoir planté ce truc-là. Mais par contre, dans le cadre des négociations, ce qui sera vraiment conservé, ça, c'est beaucoup plus ouvert. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Là-bas au fond. Merci. Vous avez parlé beaucoup de la régulation des grands modèles. Et qu'en est-il des modèles, sur la question des modèles open source, pour qu'une utilisation par n'importe qui d'un modèle, ce ne sera pas du coup des 1700 paramètres, milliards de paramètres. Mais bon, il y avait quand même des questions autour de ça. Qu'en est-il par rapport aux questions que vous avez posées ici? Open source assez gros, je pense à Bloom, il y a 176 milliards de paramètres par exemple, et c'est open source. Oui, c'est ça. Effectivement, en fait, là, la réglementation ne distingue pas nécessairement le fait que ce soit ouvert ou pas, même si effectivement c'est une question très importante, parce que donc, les modèles qu'on appelle open source aujourd'hui ne sont pas si open que ça en fait. C'est plutôt de l'open poids en fait. C'est-à-dire qu'en gros, ou de l'open paramètre. C'est que les 7 milliards de paramètres, ou les 176 milliards de Bloom, ou les 70 milliards de Llama 2 sont utilisables de manière libre. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que là encore, pour faire tourner ça, il faut quand même une machine un peu costaud. Alors ensuite, on peut se débrouiller en utilisant ce qu'on appelle de la quantisation. Enfin, c'est tout un peu de technique pour faire. Vous avez peut-être vu ça sur un Mac. Aujourd'hui, on arrive à faire tourner ça, mais qui sont quand même assez dégradés par rapport au modèle d'origine. Il y a Falcon, il y a Wizard, il y a plein. Si vous connaissez probablement Hugging Face, donc voilà, Hugging Face, c'est une sorte de grand annuaire de tous ces modèles-là que vous pourrez aller télécharger. Donc les poids sont téléchargeables. En revanche, les données sur lesquelles ils ont été entraînés, effectivement, sont pour la plupart d'entre eux fermés. Ça n'est pas le cas de Bloom, effectivement, où le jeu d'entraînement est ouvert. Mais le problème, c'est que Bloom est très sous-entraîné et a des performances assez médiocres, notamment par rapport à un GPT-3 qu'il était censé concurrencer. Donc il y a aussi, alors je ne me souviens plus, c'est Red Pajamas, je crois, comme dataset qui est ouvert. Voilà, donc il y a quelques jeux de données ouverts, mais typiquement ni Meta, ni Mistral, ni Lighton ne partagent les jeux d'entraînement. Donc en ce sens-là, c'est pas complètement ouvert. Idem pour le code d'entraînement. Le code d'entraînement est très rarement partagé, donc celui-là non plus n'est pas open source. Donc en fait, assez souvent, il n'y a que les poids du modèle qui sont entraînables, ce qui est déjà très bien et ce qui permet de faire des expériences, etc. La grande question, c'est effectivement entre les modèles open et fermés. Alors, pourquoi c'est en plus une question importante, c'est que d'un point de vue très industriel, là, moi en ce moment, je fais plein de tests avec des grands modèles de langue. Et ce dont je me rends compte, c'est qu'en fait, OpenAI fait évoluer très régulièrement GPT-4, qui est le modèle que j'utilise le plus. Et donc, je développe des sortes de chatbots pour certains de nos clients qui veulent un peu leur chatbot d'entreprise. Et le problème, c'est qu'ils posent une question le 15 octobre, ils reposent exactement la même question le 1er novembre, et il n'a pas du tout la même réponse. Mais vraiment dans des masses énormes. Moi, j'avais fait les tests mi-octobre, où dans le prompt que je donnais, je demandais à GPT-4 de me dire « Est-ce que la question est suffisamment claire ? Sinon, ne réponds pas. » Le 15 octobre, dans 70% des cas, il me disait « La question n'est pas suffisamment claire. » C'était des questions que j'avais récupérées sur les logs de notre moteur de recherche. Je relance l'expérience un mois plus tard, il n'y a plus que 20% des questions sur lesquelles il ne répond pas. Donc du coup, c'est quand même hyper dur à expliquer à son client, de dire « Ah bah en fait, si, c'était pas clair que ça. » Enfin, donc, non mais d'un point de vue industriel, et je parle du point de vue industriel parce que la réglementation aussi permet en fait le développement industriel des choses. Moi, je ne peux pas inclure ce type de briques ou de composants, c'est bien ça le terme, de composants dans mon système puisque je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et donc l'open source est probablement la solution pour répondre à ce genre de choses, parce que du coup ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un modèle open source, je vais le fine-tuner avec mes données, et je l'hébergerai moi-même, comme ça je sais qu'il ne va pas bouger. Et donc j'ai à peu près la garantie que ce qui se passe mi-octobre, c'est aussi ce qui se passera mi-novembre. Mais il y avait justement la crainte que si on met en open source des modèles trop puissants, que du coup il y a des utilisations malveillantes par n'importe qui.
Du coup, actuellement, c'est ceux qui sont capables de développer des grands modèles qui font ce qu'ils veulent. Mais en open source, ça sera de tout venant. Et je sais qu'il y a des voix qui se sont enlevées comme ça. Attention actuellement là-dessus, effectivement. Et c'est l'argument d'ailleurs des gros producteurs de modèles de fondation, de dire non mais rassurez-vous, nous on va s'en occuper, parce qu'on peut mettre justement toutes ces couches de safety autour qui font que ça va aller, ça va pas. Vous n'allez pas avoir de propos haineux, des horreurs qui sont proférées. Mais en même temps... effectivement, c'est un vrai enjeu. Mais de l'autre côté, voilà, l'open source, ça permet plein de choses. Donc, effectivement, de construire des écosystèmes, de renforcer autour de ça. Et puis aussi, nous, ça nous intéresse du point de vue de la transparence, en fait, des choses pour des régulateurs et puis même pour le plus grand nombre aussi, pour pouvoir tester et éprouver des choses. Donc, mais moi, je trouve qu'effectivement, on a ces deux côtés qui sont difficiles à concilier, et c'est une vraie tension. Et Yann Lequin, justement, dit « Non, mais rassurez-vous, nous aussi, on va faire l'open source, mais on aura des modèles plus forts qui seront plus forts que ceux des méchants. » Un peu naïf, quoi. C'est un peu Goldorak comme point de vue, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais oui, c'est sûr qu'en termes de désinformation, en termes de... on a déjà entendu parler, mais même Europol, déjà en mars, tu avais dû voir ça, quelque chose. Voilà, publier quelque chose pour dire attention, il y a déjà des tentatives d'escroquerie, parce qu'en plus maintenant on imite la voix. Donc en fait, on appelle une personne âgée, on dit que c'est le petit-fils et qu'il a besoin de 100 balles tout de suite sur Western Union, et puis c'est une machine qui parle en fait, et puis ça marche très bien. Enfin, et puis quand c'est une machine qui le fait, on appelle 100 000 personnes d'un coup. Enfin, bon, c'est sûr que ça a des applications néfastes, mais bon, est-ce que les garder fermés permettra de s'en prémunir? Moi, je ne crois pas. Et puis de toute façon, maintenant, c'est ouvert, donc c'est trop tard. Enfin, je veux dire, c'est fait. Mais ce qui est sûr, en revanche, c'est que les modèles open source sont très, très inférieurs aux modèles commerciaux, et tout particulièrement GPT-4. Il y a vraiment un saut qualitatif. Moi, dans mes comparatifs, j'ai testé ceux de Google, donc Palm, ceux d'Anthropic, Claude, c'est son nom, ceux de Mistral 7B, GPT-3.5 et GPT-4, et vraiment GPT-4 est là. Enfin, c'est très impressionnant. C'est complètement autre chose. Et je pense que GPT-4, c'est vraiment bien au-delà de ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire de prédire juste le mot suivant, puis des datasets d'instruction, puis des datasets de RLHF. Donc voilà. Il y a manifestement plein d'autres choses qui sont absolument fermées d'ailleurs, qui ne sont plus du tout partagées. Ok, merci. Alors, il y a une question en ligne. Est-ce que d'autres pays du monde suivent l'Europe sur ces démarches de régulation? Alors, on cite l'Inde, l'Australie, le Royaume-Uni, la Russie, la Chine, qui ont leur propre régulation, j'imagine. Voilà. Ou est-ce que l'Europe avance seule? Et puis après, plutôt une réaction un peu philosophique. Étant donné que l'être humain, si on lui retire certaines de ses capacités, en tout cas qu'on les transpose à d'autres, quand une des fonctions n'est plus utilisée, par exemple celle de rédiger, elle risque de progressivement disparaître. Alors je peux aller sur le début, sur la première, même si j'ai pas du tout une vision exhaustive du panorama, mais en tout cas sur la régulation, j'ai quand même l'impression que j'en ai, c'est que finalement c'est quelque chose vers lesquels tous les États vont. D'ailleurs, c'est même intéressant. Donc, il y avait eu des auditions de Sam Altman, donc le CEO, qui a failli devenir l'ancien CEO est revenu, mais au Sénat, au Congrès américain, et donc il appelait à une régulation lui-même. Donc, ce qui est quand même assez inhabituel de la part de grands dirigeants américains. Ils sont plutôt sur de l'autorégulation. Enfin, on va faire les choses nous-mêmes. Alors après, il faut aussi remettre les choses en contexte. Et voilà, quand Sam Altman parle de régulation, c'est sûrement pas la même chose que quand nous on en parle et il vise. Mais en tout cas, il le dit quand même assez ouvertement. Et c'est vrai que donc il y a des choses au niveau, donc comme je l'ai dit, en Europe où on était peut-être potentiellement un petit peu précurseur en 2021 parce qu'il y avait des travaux aussi préalables encore une fois. Et dès 2018, il y a eu un groupe d'experts. Au niveau européen pour la publication de guidelines éthiques, donc sur lesquels il y a eu un livre blanc de la Commission qui a été publié, et après seulement le projet de règlement, donc c'est quand même une histoire qui remonte à quelques années déjà. Mais donc, comme on disait, en Chine, en tout cas, il y a un cadre qui est quand même assez prévu, donc voilà, donc les IA génératives n'ont pas le droit de dire des trucs qui sont en dehors de la ligne du parti. Oui. Voilà. Alors, ce qui est étonnant, c'est que finalement, c'est les mêmes mécanismes, juste qu'ils ne servent pas les mêmes... Oui, je crois que le texte dit le modèle de langue doit respecter les valeurs du socialisme. Ça, c'est pas facile à vérifier quand même. Hein,
Voilà, donc en tout cas en Chine, mais il y en a un. Donc aux États-Unis, on a l'executive order de Joe Biden. Donc a priori, je pense qu'il n'y aura pas de loi, mais néanmoins, ça annonce quand même, entre les lignes, on peut lire qu'il y a un volet commande publique qui va se structurer. Donc c'est-à-dire que, et donc ça va être assez impactant, c'est-à-dire que il va y avoir des exigences qui vont être passées dans les marchés publics des administrations américaines. Et comme eux, ils ont beaucoup d'argent, ils dépensent plein de sous, en fait, finalement, ça va aussi beaucoup structurer le marché, un peu à l'image de ce qu'on a pu connaître dans le cloud, avec des programmes qui s'appelaient FedRAMP, où justement, voilà, ils listaient un ensemble de prérequis. Et ce qui fait qu'on a eu des hyperscalers aux US et qu'on a en Europe beaucoup de mal à rattraper aussi de ce point de vue infrastructure. Voilà. Donc un enjeu, c'est aussi de réussir à pas se faire dépasser de ce point de vue-là. Donc aux US, au UK, donc ils ont fait leur sommet, ils ont annoncé plein de choses. Donc je pense que c'est assez mondialement partagé. Merci. Il y avait d'autres questions? Vous avez une question? Non? Ah non, d'accord, pardon. Ah oui. Ah, pardon. Non, j'ai une question sur les questions de responsabilité, c'est-à-dire, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, parce qu'au fond, le problème des interdits liés à la liberté d'expression, il se pose dès lors que c'est dans l'espace public. Donc, les questions qui se posent par rapport à ce que vous soulevez sur ChatGPT, c'est parce qu'en fait, si on le met en ligne dans un espace qui est accessible à tous, donc considéré comme un espace public et qui dit des discours qui peuvent être des discours interdits ou condamnables, en fait, ça engage la responsabilité de la société, c'est ça? Ou ça engage quelle responsabilité? C'est ça un peu ma question. Parce que sinon, c'est comme si c'était un langage privé, ou alors il faut repenser la distinction entre espace public et espace privé. Tout à fait. En fait, moi, le point que je soulevais, effectivement, n'est pas forcément lié à ChatGPT, c'est-à-dire que, effectivement, ou même sur tout ce qui est droit d'auteur, si, comme ça a eu lieu récemment, quelqu'un s'amuse à refaire une chanson de Taylor Swift parce qu'il a demandé à ChatGPT de lui faire une chanson de Taylor Swift, et ensuite de la diffuser et qui fait de l'argent avec, effectivement, c'est pas de la faute de ChatGPT, c'est bien de la faute de l'utilisateur de ChatGPT qui lui a demandé à faire ça ou quoi que ce soit. Sur les discours biaisés, ça, je ne saurais pas trop me prononcer. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, ces compagnies-là ont très très peur du bad buzz. C'est ce qui s'était passé avec Microsoft en 2016, avec Tay, qu'ils avaient lâché sur Twitter et qui en 24 heures avaient tenu des propos négationnistes, etc. Parce qu'ils avaient été trollés par des humains qui lui avaient mis ça dans le crâne, en quelque sorte. Donc ça, je pense qu'effectivement, il y a cette notion de plus de bad buzz, mais moi, mon argument sur la nécessité de réguler ces modèles-là, c'est plutôt que, à l'inverse de Microsoft, de Google et d'OpenAI, je n'ai pas des milliards pour potentiellement défendre mes clients si on venait les attaquer pour telle ou telle production du modèle. Autrement dit que moi, en tant que relativement petit acteur qui intègre ces briques-là, j'ai besoin que ces briques aient un minimum de conformité et de sécurité pour que je puisse les mettre dans mon logiciel. Finalement, c'est vrai qu'on parlait d'open source, et l'open source, c'est un peu ça, c'est finalement de dire... D'ailleurs, moi-même, moi, je suis un éditeur de logiciels, donc je vends des logiciels. Soit je les vends de manière fermée, c'est ce que je fais, et je garantis que le logiciel que je fournis fonctionne bien, ne sera pas, ne produira pas de choses problématiques, etc. Ou alors je ne veux pas prendre cette responsabilité et j'en ouvre le code source. Et donc je le rends parfaitement auditable par des gens qui voudraient l'utiliser après. Et le problème, c'est que là, on est un petit peu au milieu, c'est-à-dire qu'à la fois, on donne en partie le code, et en même temps, on ne veut pas s'engager sur cette brique-là. Donc moi, c'est plutôt ça le point parce que pareil, même sur le copyright, je ne savais pas qu'Yann Lequin l'avait dit comme ça, mais il y a déjà pas mal de gens qui disent, de toute façon, il y a quand même assez peu de risques. C'est-à-dire que, certes, l'entraînement a été fait sur des données sous copyright, mais en même temps, comme ils ne donnent pas leur jeu de données, on n'en est pas complètement sûr, il est très difficile de le montrer. Et d'autre part, le préjudice,
est extrêmement dur à évaluer aussi, puisque de toute façon, tant que l'utilisateur ne demande pas de produire du plagiat ou des choses qui seraient condamnables d'un point de vue du copyright, ben en fait, il ne se passe rien. Donc ils disent, vous nous attaquez pour de la donnée, ben en fait, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, donc vous ne savez pas trop, et d'autre part, le préjudice, il est nul. Il est où le problème? Donc, et effectivement, enfin, si j'ai bien compris votre question, j'ai l'impression que c'est plutôt ça, effectivement, ce qu'ils disent, et ce qui est, on va dire, ça, moralement discutable, mais légalement, ça me semble assez juste, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de préjudice. Donc du coup, pourquoi on irait les embêter? Et de toute façon, les plus riches d'entre eux ont dit, quoi qu'il en soit, on aura de quoi vous couvrir s'il le faut. Je ne sais pas si c'était la réponse. Il y a deux choses différentes qui sont le droit d'auteur Il y a deux choses différentes qui sont le respect du droit d'auteur et du copyright et les questions de respect des interdits liés à la liberté d'expression, qui sont deux choses distinctes, parce que vous avez évoqué les deux à un moment donné. Sur la question du droit d'auteur, ce à quoi ça me fait penser le plus, c'est en fait dans les années 2000, quand il y a eu les combats menés avec la musique et l'industrie du cinéma. Et en fait, on a vu qu'il y avait sans arrêt un écart entre la législation et et les usages en fait qui étaient faits, et qu'à un moment donné, ça a mis du temps, mais qu'à un moment donné, en fait, à la fois l'industrie cinématographique, parce que l'industrie cinématographique américaine s'est mobilisée avec celle européenne et l'industrie musicale pour faire respecter le droit, on fait évoluer les législations et les réglementations, mais il y a forcément un écart dans le temps, en quelque sorte, parce que ne serait-ce que tout simplement pour les juristes de décrire ce qu'il y a, ça demande d'avoir des outils en fait qui permettent de rendre effectif le droit. Ça demande du temps en fait, tout simplement. Et donc, c'est pas la même chose que sur la question de la liberté d'expression. Non, parce que ce qui était engagé, c'était par exemple, si je suis si je mets en scène en quelque sorte ChatGPT dans un espace qui est considéré comme un espace public, je sais pas, sur Twitch ou ailleurs, et que je lui pose une question et que ChatGPT répond à un propos qui sera condamnable, un propos négationniste par exemple, il y a des responsabilités qui se posent, et la responsabilité, c'est la responsabilité de l'éditeur, de l'hébergeur, et donc dans quelle mesure en fait celui qui pose la question est engagé par rapport à ChatGPT, ou enfin la société qui édite ChatGPT ou n'importe quel logiciel qui va répondre en fait, et qui lui va tenir le propos qui est condamnable par la loi. Je sais pas. C'est vrai que c'est une question compliquée. Après, je pense qu'effectivement, mais à mon avis, il doit y avoir des parallèles qui doivent se faire. Enfin, je me disais, par exemple, si on tape dans un moteur de recherche comment faire pour construire une banque, choses comme ça, on voit bien que c'est des résultats qui sont filtrés. C'est-à-dire qu'on considère que un filtre privé, c'est pas parce que les crawlers du moteur ont récupéré les pages et que ça pourrait être pertinent du point de vue juste de l'index de renvoyer une page, pour autant on décide de pas le faire. Donc, est-ce que c'est, voilà, enfin moi je fais juste ce parallèle-là, après mais il faudrait creuser un petit peu. Est-ce que le DSA et le DMA qui sont sortis justement cette année, cet été, et qui j'ai l'impression responsabilisent notamment les grandes plateformes, je pense effectivement là, ce serait un angle effectivement de se dire, est-ce que justement, par exemple, ChatGPT, parce que ça a des millions d'utilisateurs, est-ce que alors déjà je sais plus exactement pour le DSA, donc c'est quoi les limites de ce que c'est qu'une grande plateforme, et auquel cas, est-ce que ça pourrait être qualifié comme tel, et du coup répondre à ces exigences, et donc auquel cas, effectivement, voilà, ne pas pouvoir diffuser des choses de cette sorte, c'est vrai. Puis combien d'utilisateurs ? Oui, j'ai une question régulation pour le coup. Donc j'ai participé aux consultations de la CNIL sur les fichiers IA, bases de données, etc., qui étaient très intéressantes, voilà. Mais à aucun moment, ou en tout cas très partiellement, il est fait mention de l'IA Act. Quasiment jamais j'ai vu de ces mentions-là, sauf pour ce qui est de la transparence.
Et j'ai eu cette impression que ces fiches mettaient un peu de l'eau dans le vin du RGPD, qui est une régulation qui est très stricte en termes de protection des données, pour justement permettre d'utiliser des grands corpus ou alors d'extraire des données du web, particulièrement du web scrapping, ce qui est utilisé comme terme dans ces fiches. Mais j'aimerais avoir votre vision à la CNIL, justement, de cette conciliation qu'il y a entre l'IA Act, les IA et le RGPD en particulier. Il y a pas mal de sujets. Donc effectivement, alors sur les mentions à l'IA Act, effectivement, il y en a relativement peu, même si je pense qu'on va préciser ça, mais tout simplement parce que comme le texte n'est pas adopté encore, c'est un petit peu compliqué. Donc effectivement. Aussi de dire que finalement, donc nous, pour resituer, donc c'est des travaux qu'on mène actuellement pour préciser comment le RGPD doit être compris quand on veut justement entraîner des systèmes d'IA et donc rassembler des données pour faire cette action. Donc l'idée aussi, c'est que l'IA Act, il s'applique, que le RGPD il trouve à s'appliquer et l'IA Act ensemble, il n'y en a pas un qui prend le pas sur l'autre. Dans certains cas assez spécifiques, l'IA Act introduit des spécificités, donc par exemple la possibilité de traiter des données dites sensibles pour gérer des questions, détecter et corriger des biais, ou alors dans certaines dispositions comme la possibilité de faire du sandboxing. Voilà, mais c'est quand même assez limité, donc le RGPD y trouve à s'appliquer. Après, c'est vrai que nous, on a toute une tension inhérente à notre activité de régulation, c'est comment est-ce qu'on interprète ce RGPD et où est-ce qu'on place le curseur. Donc c'est aussi pour ça que c'est mis en consultation, parce que justement c'est précieux d'avoir le retour de l'INA, mais aussi de Google et de plein d'autres qui vont répondre, et puis des associations, et puis voilà, et puis des particuliers, donc c'est assez large. Mais oui, de toute évidence, on est dans une situation, parce que si on pourrait se dire aussi, si on a stricto sensu, au pied de la lettre, on applique le RGPD, on ne peut même pas faire d'IA, c'est pas possible. Donc il faut trouver le bon dosage, ce qui est effectivement pas évident. Il nous semble que c'est pas envisageable, après c'est mon avis pour l'instant, mais de dire qu'on ne peut pas faire du web scrapping et qu'on ne peut pas entraîner des LLM. Donc je pense que ça doit rester possible. Par contre, comment est-ce qu'on peut bien encadrer ces pratiques ? Je pense que c'est plutôt là-dessus qu'on va jouer. Donc c'est pour ça qu'il va aussi y avoir le retour des fiches pratiques avec d'autres fiches pratiques qui vont être mises en consultation en janvier, qui viseront à encore rajouter sur d'autres aspects, mais justement des garanties à mettre en œuvre dans ces cas-là, ce qui n'est pas un petit sujet. Alors moi j'ai une question sur les données d'apprentissage, et pour faire un peu le lien avec la présentation de Quentin tout à l'heure, vous avez dit que les données d'apprentissage, c'est essentiellement sur du texte rédigé, écrit. Qu'en est-il du texte transcrit de l'oralité et des extractions sémantiques à partir du texte ? Alors, excellente question, parce que... Oui, c'est ça. Excellente question, parce que justement, je voulais en parler. J'ai cru comprendre que l'INA travaillait avec Mistral. Alors, c'est confirmé, ou pas ? Non, pas du tout. Je travaille pas avec Mistral. Non, mais ok. Non, mais c'est pour ça que je pose la question là, comme ça. Non. Il y a des appels à projets en cours non, mais l'INA se pose énormément de questions. L'INA est sollicitée à très haut niveau. Vous avez peut-être entendu déclaration d'Emmanuel Macron qui dit qu'il faut en gros ouvrir le dépôt légal et qu'il faut faire sortir toutes les données publiques pour que des entreprises puissent potentiellement entraîner des grands modèles. On n'est pas très nombreux en France à avoir du dépôt légal, on est 2. Non, il y a 3. Il y a le BNF, le CNC, j'ai oublié le CNC. Non, pardon. Mais pour le texte, et donc du coup, l'INA. Et donc, se posent effectivement des questions autour de ces contenus et de qu'est-ce qui peut être fait, pas fait, etc. Et donc dans le cas des appels à projets, on voit ce qu'on va pouvoir faire, mais en gros, pour l'instant, on met surtout un gros point d'interrogation par rapport aux évolutions juridiques sur... et là, c'est vraiment pas... Enfin, il y a une petite partie RGPD dans le questionnement, mais il y a surtout la grosse partie droit d'auteur, copyright, droit du dépôt légal, etc. Donc tout ça, c'est flou. Donc ce qu'on va réellement faire, comment, avec qui, c'est sûr, c'est pas... ce sera pas
une entreprise. On est dans la logique de nos missions de service public, et donc à partir du moment où il y aura des choses qui seront faisables, où on nous dira, où le cadre évoluera pour nous permettre de faire plus ou moins de choses, ce sera pour tout le monde. Ce sera personne ou tout le monde. Et en revanche, nous derrière, comme vous, comme de nombreuses entreprises, on étudie l'utilisation en interne pour nos propres besoins de ces modèles de langue. Et donc, une des utilisations par rapport à nos missions, c'est ce qu'a présenté Quentin, c'est-à-dire qu'une de nos missions, c'est d'outiller, de documenter les fonds audiovisuels, notamment pour des besoins de recherche. Et donc, voilà, la boucle est bouclée. Mais on est au milieu de ce guet avec un pied d'un côté, un pied de l'autre, et essayer de comprendre ce qu'on peut réellement faire. Ok. Donc voilà, je pense... C'est pas moi qui avais forcément la meilleure réponse sur le sujet, sur les sources autres. Non, en revanche, effectivement, moi, Quentin, quand j'entendais mon exposé, justement, je me disais que typiquement des LLM pourraient permettre de refaire ce travail que tu as fait manuellement. C'est vrai que, pareil, c'était quelque chose qui était dit dans le cours d'hier, mais c'est vrai que ce qui est génial avec ces LLM, c'est qu'en fait, ils encapsulent d'emblée tout un tas de tâches de NLP qu'on avait avant, qui étaient justement la détection de topics, la détection d'entités nommées, le part of speech, le semantic parsing. Enfin, il y avait plein de tâches de NLP qui étaient faites et qui aujourd'hui sont toutes encapsulées dans un LLM. Et peut-être qu'effectivement les transcripts de ces vidéos permettraient de refaire ça de manière automatique en fait, en demandant au LLM quel est le sujet de ce truc-là. Est-ce que, pareil aussi, savoir si c'est de droite ou de gauche, peut-être qu'effectivement ça peut évoluer. Et vraiment, c'est assez intéressant quand même d'inclure ce type de système avec ces questions-là, parce que il peut vraiment aider et produire pas mal de choses là-dessus. Mais donc, oui, sur les données non textuelles, je ne sais pas, je sais que c'est très majoritairement textuel ce qui est utilisé. Sur le reste, je ne sais pas trop. Il y a du code informatique. Moi, ça m'étonnerait pas qu'il y a du code. Donc, ça m'étonnerait pas qu'il y ait aussi de la transcription. Après, je ne saurais pas dire dans quel contexte. Il y a tellement de choses. Voilà. Donc, on attend que Lina. Nous aussi, on attend. Ce qui pose d'ailleurs des problèmes en termes de recherche, parce que ce que j'ai comme problème avec BERT-Topic, c'est que en gros, quand on fait de la recherche, qu'on a besoin de parler de la réplicabilité des données, etc., enfin qu'on puisse retravailler dessus, ce qui se présente quand on a des modèles qui évoluent, qui changent, on ne sait plus qu'est-ce que ça produit. Donc on a des modèles qui sont très efficaces pour faire des trucs, pour produire des clusters, mais en fait, en termes d'explicabilité, de qu'est-ce qui finalement est mesuré, enfin, ça devient à la fin très fin en termes de résultat final, mais on ne sait pas en fait tellement quelles sont les espèces de variables latentes qu'on peut ensuite nous expliquer, et ça c'est un énorme problème parce que en tant que chercheur, notre objectif c'est quand même de réduire la complexité du monde social pour la rendre explicable, et quand quelque chose fait quelque chose qui est très efficace en termes de résultats mais qu'on ne sait pas en fait c'est quoi les variables derrière, et donc c'est pour ça que c'est un vrai problème. Et BERT-Topic par exemple c'est trop dépendant du modèle derrière, on ne sait pas comment c'est fait, et c'est peut-être que le résultat est très fin et très précis, mais comme on ne sait pas qu'est-ce que ça permet d'expliquer, ça pose vraiment des grosses questions en termes de recherche, quoi. Enfin, voilà. Oui, en termes méthodologiques, il y a certains en sciences sociales, etc., qui voient l'arrivée de ces modèles-là pour justement générer des données facilement et rapidement pour enrichir des corpus. Mais dans la démarche scientifique, il ne faut surtout pas oublier la partie d'évaluation. Et c'est-à-dire que si on fait un algorithme avec une heuristique qu'on est capable d'expliquer, il faut quand même évaluer à quel point cet algorithme va être bon pour décrire mon corpus. Donc en gros, la plupart du temps, ça revient à faire le boulot à la main et à dire l'algorithme, il fait dans 90% des cas la même chose qu'un humain. J'estime que ces 10% d'erreurs sont acceptables. Et il faut faire la même chose si on a un ChatGPT. Alors ChatGPT, le problème c'est qu'il faut l'évaluer tous les jours, mais quand bien même on a un modèle chez nous qui est stable, qui ne bouge plus, il faut quand même avoir cette démarche d'évaluation des résultats fournis par un algorithme. Et donc c'est bien, c'est magique, mais ça prend quand même du temps dans une démarche de recherche de faire tout ce travail d'évaluation. Et ça, il faut ne surtout pas l'oublier, parce que le côté je demande un système magique et hop, je prends les résultats pour argent comptant, je me pose pas de questions et je fais mes études derrière, c'est sûr qu'on va dans le mur. Oui, tout à fait. Enfin, nous aussi, on travaille énormément justement sur l'audit et l'évaluation de ces systèmes. Mais alors en plus, nous, on utilise ces systèmes pour auditer ces systèmes. C'est-à-dire qu'effectivement, on va demander à un GPT-4 de vérifier des faits sur un output fourni par GPT-4.
Alors, c'est clair que méthodologiquement, c'est ultra discutable. Maintenant, ça corrèle assez bien avec le jugement humain. Et effectivement, je suis d'accord, c'est vraiment cette corrélation que tu vas absolument vérifier. Mais le problème, c'est que sinon, le problème aussi de ces machines-là, c'est vrai que tant qu'on a de la catégorisation où on dit pour un input, donne-moi la catégorie parmi même 50, ça se fait bien à la main. Mais là, le problème, c'est que l'output d'un ChatGPT, ça peut être un chiffre, 4 pages de texte, etc. Donc, c'est très très difficile de définir ce qu'on cherche, la vérité terrain. Et donc, du coup, on utilise aussi des LLM pour vérifier que ce qu'il dit n'est pas trop déconnant. Mais il y a quelque chose d'un peu tautologique là-dedans. Ça, je suis tout à fait d'accord. De toute façon, moi, je rebondis un petit peu là-dessus. Il y a tout un enjeu justement de l'évaluation, parce qu'on voit bien que là, il y a plusieurs benchmarks qui sont proposés, mais alors, voilà, c'est jamais que très parcellaire, et donc tout ça, ça va être amené à se développer de façon assez importante. Justement, il y a tellement de... Comme on a des modèles qui savent tout faire, il y a tellement de choses à vérifier par rapport à différentes activités qu'on pourrait être amené à mener. Donc voilà, et puis je pense que voilà, il y a l'évaluation effectivement automatisée, enfin, la façon dont tu le décris. Il y a aussi des choses qui ne peuvent pas être faites de cette façon-là. Il faut sûrement avoir un ensemble de tests variés à réaliser pour avoir une image la plus complète possible en tout cas. Moi, pour rebondir, j'aurais une question ou un complément sur, dans la réglementation, sur la partie recommandation. Parce que ce qu'a montré Quentin avec des tout petits modèles de langue très explicables, ça reste quand même un modèle de langue qui a été entraîné sur un micro-corpus, mais qui est capable de faire des clusters politiques, qui est capable de faire des clusters sémantique en quelque sorte, c'est à beaucoup plus grande échelle et de façon avec beaucoup plus de dimensions, donc beaucoup plus difficile à expliquer. C'est utilisé pour les moteurs de recommandation, par exemple sur YouTube, et donc ça conditionne notre accès à l'information. Ça rejoint aussi l'histoire de la revanche du trombone, mais peut-être un peu moins grave, mais par contre en un peu plus actuel. C'est-à-dire que ça fait déjà un moment que ces résultats-là, ils sont conditionnés par nos historiques de recherche. Ça a été montré par l'expérience qu'il y a des formes de bulles à filtre. Et est-ce qu'il y a une place sur ça dans l'AI Act ou d'autres réglementations ou encadrements? Est-ce qu'on va chercher YouTube, par exemple, là-dessus ou est-ce que ça a été... on a oublié ça avec les plus gros modèles et le génératif? C'est plutôt qu'en fait l'AI Act il s'intéresse au système d'IA en tant que tel. Donc YouTube c'est pas un système d'IA, c'est une plateforme qui peut mettre en œuvre des systèmes à l'intérieur. Donc je pense que ce serait éventuellement plutôt sous cet angle-là qu'on comprendrait les choses. Donc après il faudrait voir déjà si vous avez regardé un petit peu l'AI Act, c'est un truc en 4, une fusée avec 4 étages. Donc en gros les 2 étages du bas c'est les systèmes d'IA qui sont sans risque, ceux qui sont à risque limité. Donc il y a assez peu de choses qui sont dites dans le corps du texte. Et après, par contre, ça se focalise vraiment sur les 2 premiers étages. Donc, le tout premier, c'est les systèmes d'IA qui sont tellement risqués qu'en fait, ils sont même interdits. Enfin, voilà, on ne peut pas faire des choses comme ça. C'est pas possible de mettre ça en œuvre. Et finalement, ensuite, on a les systèmes d'IA à haut risque. Et donc ça, c'est ceux qui doivent... Donc voilà, il y a un ensemble, il y a une liste, une sorte d'annexe qui décrit ces types de systèmes. Alors, de façon plus ou moins... pas nécessairement très très précise, plutôt des secteurs dans lesquels on trouverait à utiliser ces systèmes. Et donc ce qu'il faudrait voir, c'est est-ce que dans le cadre de la recommandation, un système d'IA qui est utilisé pour la recommandation, est-ce que c'est un système d'IA à haut risque? Je ne suis pas complètement... Mais pour moi, c'était encore dans le DSA ou dans le DMA. Oui, c'est la question que ce sera plutôt sur l'auditabilité de ces choses-là et de l'accès des chercheurs à ces données, avec ce qui va rentrer en œuvre, je crois que c'est en février l'année prochaine, le fait que les grandes plateformes doivent permettre de mettre à disposition des données pour auditer, et donc notamment les algos de recommandation. Les chercheurs devraient en théorie pouvoir, donc via les régulateurs, donc en France ce sera via l'ARCOM, accéder aux données de ces plateformes pour mieux comprendre les algos de régulation. Et donc ce sera plutôt le travail des chercheurs, des mondes académiques, d'expliquer et de mieux comprendre les impacts et ce sur quoi sont basées toutes les recommandations. La
arrive au terme de la séance qui était vraiment très riche. On souhaitait que ça soit didactique et réflexif. Parfois, ça a été didactique et réflexif sur les méthodes et l'outillage de l'analyse du discours. Merci à vous. Merci Quentin. Merci. Merci au public. Alors, je vous donne rendez-vous le 26 janvier pour la prochaine séance qui sera un peu l'incarnation de ce qu'on souhaite ici, à savoir engager des dialogues entre chercheurs en sciences humaines et chercheurs en informatique, puisqu'on aura deux binômes, sciences humaines, sciences informatiques, qui présenteront leurs travaux autour de la mémoire médiatique au prisme des méthodes computationnelles. Pour l'un, un binôme, la mémoire de l'Europe, et pour l'autre, la mémoire du passé colonial. Voilà, merci à tous. C'est le 26 janvier 2024. Merci beaucoup.